Elle n'était pas venue ici pour être détruite. Elle était venue pour endurer une seule nuit. Mais l'homme qui avait un jour juré l'aimer l'a coincée devant l'élite la plus puissante de Chicago, et il l'a anéantie avec un sourire. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un l'observait depuis l'ombre. Quelqu'un de bien plus dangereux que tous les ennemis qu'elle avait jamais affrontés. Et ce qu'il a entendu cette nuit-là allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient la ville entière jusqu'à ses fondations. Voici l'histoire d'une femme qui avait presque oublié sa propre valeur, et de l'homme qui la lui a rappelé de la manière la plus impitoyable qui soit. Si cette histoire vous touche, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec la ville depuis laquelle vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, restez avec moi, car ce n'est que le début. Le Blackstone Grand avait une façon de faire en sorte que les gens se sentent petits. C'était, Vivian Mercer le soupçonnait depuis longtemps, entièrement voulu. La grande salle de bal de l'hôtel était une cathédrale. Elle n'était pas construite pour honorer quelque chose de sacré, mais pour rappeler à chaque personne qui franchissait ces portes dorées sa place exacte dans la hiérarchie du monde de Chicago. Au-dessus, des lustres massifs dégoulinaient de cristal autrichien. Ils projetaient une lumière fragmentée sur 700 pieds carrés de marbre poli et de vieilles fortunes. Les arrangements floraux à eux seuls coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le champagne servi sur des plateaux d'argent venait de bouteilles au nom français. Personne ne pouvait les prononcer correctement sans s'entraîner. Chaque personne présente s'était entraînée. Vivian se tenait près de l'entrée de la salle de bal principale et inspira lentement. Elle s'était habillée avec soin ce soir-là. Une robe bleu marine profonde à la coupe sobre, conçue pour la faire disparaître dans la foule, sans excuse. Ses courbes naturelles, les hanches, la taille et la poitrine généreuse, avaient été le sujet de la cruauté la plus créative de Graham. Elles étaient présentes, inévitables, bien à elle. Au fil des ans, elle avait appris à s'habiller pour minimiser ses formes, pour les adoucir, pour détourner le regard de ce corps. Un corps dont Graham avait passé 3 ans à lui apprendre méthodiquement à avoir honte. La robe bleu marine était une armure qu'elle perfectionnait depuis longtemps. Assez sombre pour se fondre dans le décor, assez structurée pour la maintenir d'un seul bloc. Elle accepta une coupe de champagne d'un serveur qui passait, mais n'y toucha pas. Le gala de la Fondation Aldridge attirait le gratin de Chicago chaque printemps. Les promoteurs immobiliers, les dirigeants de fonds spéculatifs, les conseillers municipaux dont les noms apparaissaient dans le tribune. Ils étaient cités à côté d'accusations prudentes qui ne se transformaient jamais en inculpations. Il attirait les visages charitables des gens puissants, le genre de visage charitable qui coûtait un billet de $10 000 pour être vu. Vivian était là parce que son agence, Mercer Strategic Communications, gérait les relations publiques de la Fondation. Elle était là parce que sa présence était une obligation professionnelle. Elle était là parce qu'elle s'était promis de ne pas passer un autre vendredi soir seule. Pas à manger des plats à emporter sur le sol de son appartement, à cataloguer tout ce qu'elle avait fait de mal au cours de la dernière décennie. Elle n'avait pas anticipé la présence de Graham. Elle aurait dû. Quelque part au fond de son esprit, elle l'avait probablement fait. Graham Sterling se déplaçait dans le circuit philanthropique de Chicago comme un requin en eau peu profonde. Assez lentement pour paraître inoffensif, tournant toujours autour de quelque chose. Il dirigeait le Sterling Capital Group, une société de capital investissement de taille moyenne. Elle était réputée pour ses stratégies d'acquisition agressives et une image de respectabilité soigneusement cultivée. Il siégeait à 3 conseils d'administration d'œuvres de charité. Il se faisait prendre en photo avec les maires. Il était, à tout point de vue, un homme d'importance. Vivian avait passé 3 ans de sa vie à croire en lui. Elle l'aperçut à l'autre bout de la salle et sentit cette fermeture familière dans sa poitrine. La fermeture mécanique et silencieuse de porte qu'elle avait mis 18 mois de thérapie à apprendre à identifier. Sa thérapeute appelait ça une réponse traumatique. Vivian appelait ça de la survie. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur la flûte de champagne qu'elle n'avait toujours pas touchée. Elle se tourna délibérément vers le fond de la salle. Un groupe de membres du conseil de la Fondation était rassemblé près des tables d'exposition de la vente aux enchères. Elle parcourut 40 pieds avant que sa voix ne la rattrape. Vivian. Un mot, 2 syllabes. La façon dont il prononçait son nom avait toujours eu une qualité particulière. Ni chaleureuse, ni froide, mais calibrée. Parfaitement ajustée pour signifier qu'elle avait été repérée et que sa position était maintenant son affaire. Elle s'arrêta,
envisagea un instant de continuer à marcher, de faire comme si elle n'avait pas entendu. Ses talons étaient en bon cuir italien. Le sol en marbre aurait porté le son de sa fuite à la perfection. Au lieu de cela, elle se retourna. Graham Sterling avait exactement l'apparence des hommes comme lui à ce genre d'événement. Impeccable, cravate noire, costume sur mesure. Le genre de costume qui coûtait assez cher pour se faire remarquer par ceux qui savaient quoi regarder. Ses cheveux étaient maintenant argentés sur les tempes, ce qui ne faisait que l'améliorer, comme la biologie injuste améliore certains hommes en vieillissant. Déposant une distinction là où elle n'avait rien à faire, il souriait. Il souriait toujours lors des événements. Le sourire faisait partie de la machine. « Je ne savais pas que tu serais là, » dit-il. « C'est mon client, » dit-elle. « C'est vrai. » Il jeta un coup d'œil à son verre. « Tu ne bois pas ? Je travaille. » Il hocha lentement la tête, le hochement d'un homme qui absorbe une information qu'il possède déjà. Il ne faisait que simuler la réception de l'information. Ses yeux la parcoururent de la manière brève et chirurgicale qu'ils avaient toujours eue. Un inventaire visuel mené avec l'efficacité d'un inspecteur en bâtiment notant les infractions. « Tu as l'air fatigué, » dit-il. « Je vais bien. Je dis juste que tu aurais pu. » Il pencha légèrement la tête. « Le bleu marine est un peu trop. Tu ne trouves pas, pour ta silhouette ?» La salle de bal continuait de vivre autour d'eux. 700 personnes mangeant, buvant et jouant le théâtre social élaboré de l'élite de Chicago. Personne n'écoutait. Personne n'écoutait jamais ces conversations particulières, car elles étaient spécifiquement conçues pour ne ressembler à rien aux oreilles extérieures. « Excuse-moi, » dit Viviane. « Je suis honnête. » Sa voix baissa d'un ton, pas menaçante d'une manière identifiable, simplement baissant à la fréquence, qui lui avait toujours donné l'impression que la conversation se déroulait à l'intérieur de son crâne, plutôt qu'entre deux personnes. Tu as toujours résisté au retour honnête. C'était ça le problème, en fait. Tu n'as jamais voulu entendre ce qui t'aiderait vraiment. Graham. Sa voix sortit plus stable qu'elle ne se sentait. Je dois retourner voir la fondation. Tu as pris du poids. Les mots atterrirent comme ils le faisaient toujours. Pas avec un fracas, mais avec une précision silencieuse et spécifique. Comme quelque chose que l'on place très soigneusement sur une surface très délicate. Elle les entendit et sentit la cascade familière commencer. La chaleur sur son visage, sa gorge qui se serre, la conscience soudaine et aiguë de son propre corps. Un objet public soumis au jugement public. « Je quitte cette conversation, » dit-elle. « Ce n'est pas une insulte, j'essaie de t'aider. » Il se déplaça légèrement sur sa gauche. Le repositionnement désinvolte d'un homme qui comprenait la géométrie, qui comprenait qu'il se trouvait maintenant entre elle et sa sortie la plus naturelle, sans que cela ne ressemble à autre chose qu'à une dérive conversationnelle. Tu représentes la fondation. Tu représentes des clients, ta présentation compte. Et en ce moment, tu ne présentes pas bien. Je suis la seule personne dans cette pièce qui te le dira vraiment. Tu as toujours été la seule personne à me le dire, dit-elle. Parce que tout le monde est trop poli pour être utile. Ce n'était pas ça. Son sourire s'ajusta d'une fraction. Tu as toujours été si sensible. C'était l'autre problème. Une femme dans ta position a besoin d'une carapace plus épaisse, Viviane. Tu ne peux pas construire une vraie carrière si chaque critique honnête te fait perdre pied. Elle n'allait pas pleurer. Elle avait 34 ans. Elle se tenait au milieu de la grande salle de bal du Blackstone, entourée de 700 témoins. Et elle n'allait pas pleurer, parce que Graham Sterling avait décidé de passer sa soirée à la démolir à nouveau, juste pour le plaisir. « Tu te mets dans l'embarras, » dit-il, sa voix presque douce maintenant. « La robe, la façon dont tu te tiens ce soir. Je le vois, et je te promets que d'autres le voient aussi. Tu t'es laissé aller, et tu fais semblant que ce n'est pas le cas. Et cet écart entre la réalité et la performance, les gens le remarquent. Ils le remarquent toujours. » Ses yeux la brûlaient. Elle détestait ça. Elle détestait la trahison biologique spécifique de ses yeux qui se remplissaient en réponse à la cruauté, avant même que le reste d'elle n'ait décidé comment réagir. « Je dois y aller, » dit-elle. Elle marcha. Elle ne courut pas, car elle était Viviane Mercer, et elle avait bâti une carrière en ne courant jamais. Mais elle marcha à un rythme qui couvrait rapidement la distance. Elle ne regarda pas en arrière, et elle ne regarda aucun des visages qu'elle croisa. Elle passa par une porte latérale qu'elle avait déjà utilisée, celle qui menait à l'aile est d'origine de l'hôtel, vers les espaces privés que la fondation avait réservés pour la soirée, mais qui restaient largement inutilisés pendant le gala. La bibliothèque était la troisième porte à gauche. Elle y était déjà entrée une fois, il y a 2 ans, lors d'une visite du site pour l'installation du gala.
C'était le genre de pièces que les vieilles fortunes de Chicago construisaient dans leurs grands hôtels, puis oubliaient tranquillement. Des étagères en acajou du sol au plafond, une cheminée qui fonctionnait encore, des meubles en cuir de la couleur de l'ambre foncé. Les livres sur les étagères étaient réels, ce qui était plus rare que ça n'aurait dû l'être dans des pièces comme celle-ci. La famille Aldridge avait été des lecteurs, apparemment, avant de devenir principalement célèbre pour sa fortune. Vivian poussa la porte et entra. La cheminée brûlait doucement, une concession à l'ambiance que le personnel de l'événement avait apparemment arrangée puis abandonnée. La lumière qu'elle projetait était orange et changeante, remplissant la pièce d'ombre mouvante et d'une odeur de cèdre. Dehors, à travers des murs assez épais pour tout étouffer, le son lointain de l'orchestre du gala poursuivait son travail impeccable. Elle traversa la pièce jusqu'au fond, jusqu'au siège près de la fenêtre qui donnait sur le jardin privé de l'hôtel. Elle agrippa le rebord en acajou à deux mains et respira. La coupe de champagne était toujours dans sa main. Elle la posa sur le rebord et appuya ses paumes à plat sur le bois et respira à nouveau, plus lentement cette fois. La respiration délibérée et mesurée que sa thérapeute lui avait apprise. Celle qui était censée interrompre la cascade avant qu'elle ne devienne une inondation. Ça ne fonctionnait pas particulièrement bien. Tu as pris du poids. Elle avait 34 ans. Elle avait lancé sa propre agence de communication à 29 ans avec 1 200 $. Sa liste de clients se composait de 2 associations et d'un tout petit restaurant qui a fait faillite 3 mois plus tard. Elle avait fait de Mercer Strategic une agence qui employait maintenant 11 personnes et comptait 23 clients, y compris 3 entreprises du Fortune 500 et la Fondation Aldridge, qui était l'une des organisations caritatives les plus en vue du Midwest. Elle avait fait ça, elle-même, sans argent de famille et sans relation, héritée de qui que ce soit, et sans partenaire pour partager le risque. Et elle se tenait dans une bibliothèque, tremblante, parce qu'un homme qui ne l'avait jamais aimée l'avait traitée de grosse. Le son qui sortit d'elle n'était pas exactement un sanglot. C'était plus comme quelque chose qui se libérait, une soupape de pression qui avait été scellée trop longtemps et qui cédait enfin. Elle pressa le dos de sa main contre sa bouche et resta là, dans la lumière du feu. Elle laissa faire, car elle était seule. La pièce était vide et il n'y avait aucun calcul professionnel à effectuer. Elle resta ainsi un moment. Puis elle prit conscience qu'elle n'était pas seule. Elle ne l'entendit pas au début. Ce dont elle prit conscience, c'était d'une qualité de silence. La texture spécifique du silence qui contenait une personne, plutôt qu'une simple absence de son. Elle se tourna, pas rapidement, de la façon dont on se tourne quand on est trop fatigué et trop exposé pour avoir vraiment peur. Il était dans le coin le plus éloigné de la pièce. Il était assis dans l'un des fauteuils en cuir, près de l'autre extrémité de la cheminée. Celui positionné dans l'ombre la plus profonde. Il était clairement là avant qu'elle n'entre. Il ne se cachait pas, exactement. Il occupait simplement l'espace, comme certains hommes occupent l'espace. Avec une immobilité si complète qu'elle frisait l'architectural. On aurait dit que la pièce s'était construite autour de lui. Il la regardait. Pas comme Graham l'avait regardé. Donc pas le regard d'inventaire, pas l'évaluation. Quelque chose de différent. Quelque chose que Vivian, dans ce premier moment d'exposition, ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je suis désolée, dit-elle, et sa voix sortit rauque. « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » Il ne dit rien. « Je vais partir, dit-elle. Vous n'êtes pas obligé. » Sa voix était basse et avait la qualité particulière d'une voix habituée à ce que les pièces deviennent plus silencieuses autour d'elle. Pas forte, pas théâtrale, simplement pesante. Comme certaines déclarations sont pesantes, non pas par le volume, mais par la certitude qui les sous-tend. Elle resta où elle était. « Depuis combien de temps êtes-vous assis là ?» demanda-t-elle. « Assez longtemps, dit-il. La lumière du feu changea, et elle put le voir plus clairement. Il était grand, même assis. Elle pouvait le deviner à ses proportions. Large d'épaules, avec le genre de présence physique qui ne venait pas seulement de la carrure, mais de quelque chose de plus difficile à quantifier. Quelque chose dans la façon dont il occupait le fauteuil. Comme si le fauteuil avait été spécifiquement construit pour lui. Il était brun, cheveux bruns, teint maté, costume sombre qui lui allait comme les choses chères vont aux gens qui portent habituellement des choses chères. Son visage était celui d'un homme au début de la quarantaine. Anguleux, pas conventionnellement beau, mais saisissant, comme certains visages sont saisissants. Ceux qui portent l'expérience dans leur architecture.
Il avait les yeux sombres. Ils étaient fixés sur elle avec une attention qui était, réalisa-t-elle, complètement dépourvue des faux semblants sociaux auxquels elle était habituée de la part des hommes à ce genre d'événement. Pas de performance de polite inattention. Pas de détournement prudent du regard pour protéger sa dignité. Il la regardait simplement, directement, comme si elle était quelque chose qui valait la peine d'être regardée directement. C'était absurdement le moment où elle s'était sentie le plus vue de toute la soirée. « Vous avez entendu » dit-elle. Ce n'était pas vraiment une question. « Tout depuis, je ne savais pas que tu serais là » dit-il. Elle encaissa. La mortification brûlante et spécifique d'avoir été vue dans cette vulnérabilité particulière avait un poids. Elle prit son champagne sur le rebord de la fenêtre et le but enfin d'une seule longue gorgée. « Eh bien, dit-elle. « Eh bien, acquiesça-t-il. » Elle se retourna vers la fenêtre. Le jardin en contrebas était sombre et vide. L'éclairage paysager laissait des flaques d'ombre sur les haies taillées. Elle essayait de décider quoi faire de l'information qu'elle avait été entendue. S'il fallait s'en fâcher, ou s'il fallait effectuer la sortie digne qu'elle aurait dû faire au début. « Il fait ça, » dit-elle, sans être tout à fait sûre de pourquoi elle parlait encore. « J'avais compris. Il est très doué pour ça. Il trouve l'exact. » Elle s'arrêta, pinça les lèvres. « Ça n'a pas d'importance. Comment s'appelle-t-il » Elle se retourna. Il la regardait toujours depuis l'ombre, complètement immobile. « Pourquoi » ? Parce que j'aimerais le savoir. Quelque chose dans la franchise de cette question l'arrêta. Il n'y avait pas de cadre social autour, pas de raison polie offerte. Il voulait simplement savoir, et il le disait. « Graham Sterling » dit-elle. Il ne dit rien, mais quelque chose dans la qualité de son immobilité changea très légèrement. Un affinement, pas une réaction. La façon dont un calcul se met à jour lorsque de nouvelles données arrivent. « Et vous êtes » demanda-t-elle. Il se leva du fauteuil. Il était, comme elle l'avait estimé, très grand. Il traversa la pièce vers la cheminée, avec le genre de délibération tranquille qui communiquait quelque chose de spécifique sur qui il était. Pas pressé, pas théâtral, se déplaçant simplement avec la certitude absolue que l'espace autour de lui s'adapterait à son mouvement. Il s'arrêta près de la cheminée et se tourna pour la regarder pleinement. Et dans la pleine lumière du feu, elle pouvait maintenant voir son visage clairement. « Dante » dit-il. « Dante Moretti ». Le nom arriva dans sa conscience, puis le nom arriva dans sa mémoire. Et les deux choses se rencontrèrent et produisirent une clarté froide et spécifique. Dante Moretti. Elle avait travaillé assez longtemps dans les couloirs du pouvoir de Chicago pour avoir assemblé une carte mentale des véritables forces en présence. Pas les philanthropes, les politiciens et les gestionnaires de fonds spéculatifs, mais les véritables forces structurelles sous la surface visible de la ville. Celles dont le pouvoir n'avait pas besoin de communiquer de presse. Elle connaissait les noms qu'on n'était pas censé prononcer à la légère. Elle connaissait les noms qui apparaissaient dans les enquêtes du tribune qui n'aboutissaient jamais à des accusations. Parce que les personnes qui portaient plainte avaient une façon de réévaluer leur position. Dante Moretti n'était pas seulement un de ces noms, il était le nom. Le chef de l'organisation Moretti qui détenait les territoires criminels les plus importants du Midwest depuis près de 2 décennies. L'homme sur lequel les enquêteurs fédéraux montaient des dossiers depuis 11 ans sans une seule poursuite réussie. L'homme que les véritables puissants de Chicago, ceux avec les titres, les fondations et les billets de gala, contournaient avec soin, poliment. De la même manière qu'on navigue autour d'une formation géologique qui prédatait la ville et lui survivrait. Elle se tenait seule dans une bibliothèque éclairée par le feu avec Dante Moretti. Il avait entendu chaque mot que Graham Sterling lui avait dit. Et il avait demandé le nom de Graham. « Oh, dit-elle. »« Oui, dit-il. » Son cœur faisait quelque chose de compliqué. La partie de son cerveau qui évaluait les situations professionnellement, la partie qui l'avait maintenu en vie et fonctionnelle dans des environnements à haut risque pendant plus d'une décennie, produisait des informations très claires et spécifiques. Elle devait quitter cette pièce. Elle devait la quitter maintenant, poliment, sans rien provoquer. Et elle devait retourner dans la salle de bal, finir ses obligations professionnelles et rentrer chez elle. Et elle ne devait plus jamais y penser. « Je devrais y retourner, dit-elle. »« Vous devriez, » acquiesça-t-il. Aucun d'eux ne bougea. Le feu crépita doucement. Dehors, l'orchestre continuait. « Il fait ça à chaque événement, » dit-elle. « Il me trouve. Je ne sais pas s'il le planifie ou si c'est opportuniste, mais il me trouve toujours. » Elle n'était pas sûre de pourquoi elle parlait encore.
Les mots sortaient avec l'élan particulier des choses qui avaient été retenues trop longtemps. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. 3 ans. Et je savais que quelque chose n'allait pas. Mais il était très doué pour me faire croire que le problème, c'était moi. Il avait cette façon de présenter ça comme de l'attention, des retours honnêtes, de vouloir le meilleur pour moi. On le croit quand quelqu'un dit qu'il vous aime. On veut croire que l'inquiétude est réelle. Dante la regardait comme il l'avait regardée depuis l'ombre. Directement, complètement, sans la sympathie feinte à laquelle elle se serait attendue, et qui l'aurait fait taire. On croit, continua-t-elle, que si quelqu'un qui prétend vous aimer dit que quelque chose ne va pas chez vous, ça doit être plus fiable que votre propre lecture de vous-même. Parce que l'amour est censé vous voir clairement. Il a utilisé ça. Il a utilisé le prétexte de l'amour pour m'amener à... Elle s'arrêta. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Continuez, dit-il. J'ai passé 1 an et demi à défaire tout ça. Thérapie, travail, construction de l'agence. Essayez de me souvenir de qui j'étais avant lui. Elle regarda sa coupe de champagne vide. Et puis, il est juste là, dans la même pièce. Et 20 secondes avec lui, et je suis de retour dedans. C'est la partie que je ne peux pas me pardonner. La vitesse à laquelle ça arrive. Ce n'est pas un échec, dit Dante. J'ai l'impression que c'en est un. Ce que c'est, dit-il prudemment, croisant les bras sur sa poitrine, avec l'aisance tranquille d'un homme qui réfléchissait à ses mots avant de les déployer, c'est la preuve de sa minutie. Ce qu'il a fait n'était pas de la cruauté désinvolte. C'était systématique. Ce genre de dommage ne guérit pas parce que vous avez décidé que vous êtes guéri. Il guérit à son propre rythme. Il fit une pause. Et ce n'est pas votre faute si ça a été fait. Elle le regarda. Il la regarda en retour. Vous ne me connaissez pas, dit-elle. Non, acquiesça-t-il. Mais je sais ce que j'ai entendu ce soir. Et je connais la différence entre un homme avec une opinion honnête et un homme qui a passé des années à étudier exactement où appuyer pour produire un résultat spécifique. Le silence entre eux avait une qualité différente maintenant. Pas le silence lourd de l'exposition, mais quelque chose de plus difficile à catégoriser. « Qu'attendez-vous de cette conversation » demanda-t-elle directement. Il y réfléchit un instant. « Rien que vous ne soyez pas prête à donner. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule qui soit exacte. » Il décroisa les bras et se tourna légèrement vers la porte. « Revenez dans la salle de bal. Pourquoi? Parce que vous êtes venu ici pour travailler. Et parce que y retourner seul après ce qui vient de se passer est survivable, mais inutile. » Il s'arrêta à la porte. « Retournez-y avec moi. » Elle resta très immobile. L'évaluation rationnelle était claire. Dante Moretti n'était pas une personne avec qui il était sûr d'être publiquement associé. C'était un homme dont la proximité avait des implications que sa vie professionnelle, ses clients, sa légitimité soigneusement construite, ne pouvaient pas se permettre. Elle le savait. Elle qui gérait les implications pour gagner sa vie. Elle traversa la pièce et prit le bras qu'il lui offrait. Son bras était solide sous sa main. Pas la solidité performative d'un homme conscient d'être touché, mais simplement la substance physique de quelqu'un dont le corps tenait ses promesses. Il ouvrit la porte de la bibliothèque, et ils entrèrent dans le couloir. Elle prit une inspiration, puis ils se dirigèrent vers la salle de bal. L'effet fut immédiat. Ils entrèrent par l'entrée principale, et la conversation la plus proche s'arrêta tout simplement. Pas de façon dramatique, pas de halètement ou de doigts pointés. La conversation s'arrêta comme la conversation s'arrête quand quelque chose d'important entre dans une pièce. Et les personnes les plus proches en prirent conscience instantanément, involontairement, avant même d'avoir compris pourquoi. Un effet d'entraînement qui se propageait depuis l'entrée en cercle concentrique d'attention redirigée. Des gens qu'elle connaissait depuis des années la regardaient comme s'ils la voyaient pour la première fois. Pas à cause de qui elle était, mais à cause de qui était à ses côtés. De ce que sa présence tranquille communiquait sur qui elle était pour lui. Elle garda le menton haut. Elle garda les épaules en arrière. La chaleur de l'attention collective était différente de la chaleur de la honte. Elle le découvrait en temps réel. C'était plus chaud, moins corrosif, éclairé de l'extérieur plutôt que brûlant de l'intérieur. Elle sentit Dante la guider légèrement, une pression à peine perceptible sur la main qu'elle avait passée sous son bras. Elle réalisa qu'il se déplaçait avec une direction précise, pas seulement en circulant. Il se dirigeait vers Graham. Elle reconnut la géographie de la situation un instant avant d'avoir eu la chance de rediriger quoi que ce soit. La foule faisait la fête, vraiment, physiquement.
et elle pouvait voir Graham à 30 pieds de marbre d'eux. Il se tenait avec un groupe de relations d'affaires près de l'exposition de la vente aux enchères. Son dos était partiellement tourné, ignorant ce qui approchait. Quelqu'un dans le groupe vit Dante en premier. Elle regarda l'information se transférer à travers le groupe comme un courant dans l'eau, le léger écarquillement des yeux, le recalibrage subtil de la posture, la façon dont deux des hommes près de Graham firent un demi-pas qui n'était pas tout à fait un recul, mais son approximation socialement prudente. Et puis Graham, sentant le changement d'énergie de son propre groupe de conversation, se tourna. La couleur qui quitta son visage n'était pas subtile. Elle partit comme la couleur quitte quelque chose qui a été placé dans de l'eau froide. Progressivement, puis d'un seul coup, Dante s'arrêta. Vivian se tenait à ses côtés. Le silence dans leur voisinage immédiat s'était étendu pour englober peut-être 50 personnes. Les cercles les plus proches des personnalités les plus puissantes de Chicago, qui avaient toutes soudainement découvert que la zone autour de Graham Sterling était d'un intérêt intense. « Graham Sterling » dit Dante. Sa voix portait sans avoir besoin d'être élevée. C'était la voix d'un homme qui n'avait pas besoin de volume, car le volume était l'outil des gens qui n'étaient pas certains d'être entendus. La bouche de Graham bougea sans rien produire. « J'étais dans la bibliothèque ce soir », dit Dante. « Celle près du couloir est... » Une pause. « Vous devriez faire plus attention à l'endroit où vous choisissez d'avoir certaines conversations. » Graham regarda Vivian, puis de nouveau Dante, puis le cercle de témoins autour d'eux. « Je ne suis pas sûr de ce que vous pensez avoir entendu, » commença-t-il. « J'ai tout entendu, » dit simplement Dante. Le commentaire sur sa robe, sa silhouette, son poids, sa carrière, sa sensibilité. Il pencha très légèrement la tête. Ai-je manqué quelque chose? Le silence était absolu. Graham Sterling, l'homme qui siégeait à 3 conseils d'administration d'œuvres de charité, qui se faisait prendre en photo avec les maires, qui avait passé 3 ans à convaincre Vivian Mercer qu'elle était le problème de tout, se tenait au milieu du rassemblement social le plus prestigieux de Chicago et n'avait nulle part où aller. « Je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu, » dit Graham. « Il n'y en a pas eu, » dit Dante. Les 2 mots furent prononcés avec une finalité qui n'avait aucune agressivité et n'en avait pas besoin. Ils étaient simplement la clôture d'une affaire qui n'était pas ouverte à la discussion. Vivian regarda les yeux de Graham se tourner vers elle. Elle reconnut le regard en eux. Le calcul d'un homme qui essayait de déterminer s'il y avait une version de la situation dont il pourrait se sortir. Elle avait passé 3 ans à le regarder se sortir de situation par le calcul. Elle connaissait ce regard intimement. Vivian. La voix de Graham trouva une fréquence particulière de grief privé, joué en public. Je t'ai toujours parlé en ami. Si quelque chose que j'ai dit ce soir a été mal interprété. Arrête, dit-elle. Sa voix sortit plus bas qu'elle ne l'avait prévu. Mais dans le silence de la pièce, le calme portait parfaitement. Ne fais pas ça, dit-elle. Pas ici. Pas devant. Ne fais pas ça. Graham se tourna vers Dante. Cette femme, dit Dante, sa voix inchangée, est sous ma protection personnelle. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Agissez en conséquence. Le mot « protection » atterrit dans la pièce avec un poids que toutes les personnes présentes comprirent et qui ne nécessitait aucune explication. Dans certains registres de la structure du pouvoir de Chicago, protection signifiait ce que ça disait. Ces gens en savaient assez pour le savoir. Graham déglutit. « Bien sûr, dit-il. » Sa voix avait perdu quelque chose, un composant mécanique essentiel. « Bien sûr, Vivian. Je m'excuse. Si quoi que ce soit que j'ai dit ce soir a été blessant, je suis sincèrement désolé. » L'excuse était pire que l'insulte d'une manière spécifique. C'était l'excuse d'un homme qui avait calculé que l'excuse était moins chère que l'alternative et l'avait produite aussi efficacement qu'un reçu. Vivian avait déjà entendu ces excuses. Elle reconnut le genre de celle-ci. « Je sais, dit-elle, ce qui n'était pas un pardon, ni une absolution. C'était simplement la reconnaissance qu'elle l'avait entendu produire les sons requis et qu'elle en avait fini avec la conversation. » Dante toucha sa main une fois. Un bref contact, rien de théâtral. Et puis il se déplaçait à nouveau, et la foule s'ouvrait autour d'eux avec la même qualité de marée qu'auparavant. Et Vivian garda le menton haut et les épaules en arrière et traversa la grande salle de bal du Blackstone aux côtés de l'homme le plus dangereux du Midwest, tandis que 700 personnes regardaient et se souvenaient. Plus tard, alors que le gala touchait à sa fin,
que les palettes de la vente aux enchères avaient été rangées, et que l'orchestre terminait son dernier set, Dante la trouva près des fenêtres du côté sud de la salle de bal. « Je fais venir ma voiture, dit-il. J'aimerais vous raccompagner chez vous. » Elle le regarda un instant. « Ce n'est pas quelque chose que j'accepte habituellement de la part de personnes que je viens de rencontrer, dit-elle. Je sais, vous n'êtes pas non plus quelqu'un dont l'offre est entièrement simple. C'est vrai aussi, dit-il. Alors, pourquoi offrez-vous? Il considéra la question avec la même délibération tranquille qu'il semblait appliquer à tout. Parce que vous ne devriez pas avoir à rentrer seul ce soir avec sa voix dans votre tête, dit-il. C'est la seule raison. C'était la chose la plus honnête que quelqu'un lui ait dite depuis longtemps. Elle hocha la tête. Ils partirent par l'entrée privée de l'hôtel, celle qui menait à la file de voitures réservées. La nuit était froide comme en avril, le genre de froid de Chicago qui s'attarde au-delà de la raison. Les lumières de la ville se reflétaient sur les nuages bas au-dessus du lac, dans un halo d'ambre et d'argent. Sa voiture était une Mercedes noire, discrète pour qui il était, et son chauffeur ouvrit la porte sans qu'on le lui demande. Pendant le trajet vers son appartement dans le nord de la ville, ils parlèrent. Pas de Graham, pas du gala, de la ville, de la façon dont Chicago changeait de personnalité de quartier en quartier, de la texture particulière du bord du lac la nuit, de l'agence qu'elle avait construite, du travail auquel elle croyait vraiment, et des clients qui la frustraient le plus. Il écouta avec la qualité d'attention qu'elle avait remarquée dans la bibliothèque. Complète, tranquille, sans la performance sociale d'intérêt. Il ne lui dit presque rien sur lui-même, ce qu'elle nota. Quand la voiture s'arrêta devant son immeuble, il sortit et lui tint la porte. « Merci, dit-elle. » Il hocha la tête. Elle fit 3 pas vers l'entrée de son immeuble, puis s'arrêta. Dante. Il se tenait toujours à côté de la voiture, les mains dans les poches de sa veste, la regardant avec cette qualité d'attention particulière. Elle commençait à penser que c'était simplement sa façon de regarder les choses, qu'il considérait digne d'être regardées. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» demanda-t-elle. À la fin, quand vous vous êtes penché, qu'avez-vous dit à Graham? Il soutint son regard un instant. « Rien qui doive vous concerner, dit-il. » Ce n'était pas rassurant. Ce n'était pas conçu pour être rassurant, dit-il. « Bonne nuit, Viviane. » Elle resta sur le trottoir et regarda la voiture s'éloigner dans la ville. Elle monta, se fit un thé, s'assit près de la fenêtre, avec la lumière ambrée de la ville tombant sur le sol de la cuisine. Elle repensa à la soirée avec la clarté particulière qui vient après des jours très étranges. Elle s'endormit juste avant 2 heures du matin. Elle ne pensait pas à Dante Moretti en s'endormant. Elle pensait à la façon dont la salle s'était ouverte quand ils étaient entrés ensemble. À ce qu'elle avait ressenti, juste un instant, de se déplacer dans un espace sans avoir à se préparer à un impact. Elle avait oublié ce que c'était. Elle s'en souvenait. À 3 miles au sud, dans un bureau de la place fédérale, un serveur quelque part a reçu le premier de 12 transferts de fichiers cryptés. Les fichiers contenaient des registres de transactions, des enregistrements de sociétés écrans, des historiques de comptes offshore et des communications s'étalant sur 7 ans de la vie financière privée de Graham Sterling. La version de cette vie qu'il n'avait jamais laissé apparaître dans aucun document public. Les transferts provenaient d'une source que les enquêteurs fédéraux mettraient des semaines à commencer à tracer. Au moment où elle se réveilla le lendemain matin et consulta la section Affaires du Tribune avec sa première tasse de café, les premiers articles apparaissaient déjà. Elle resta assise, son café refroidissant, et lut les mots « Enquête fédérale, compte de Sterling Capital Group gelé ». Et elle ressentit quelque chose qu'elle ne put nommer immédiatement. Ce n'était pas de la satisfaction, exactement. Ce n'était pas de la peur. C'était la sensation particulière de comprendre que quelque chose avait été mis en mouvement bien avant qu'elle ne réalise que la machine était déjà en marche. Et que l'homme qui lui avait souri depuis l'ombre d'une bibliothèque éclairée par le feu avait, sans demander la permission, sans offrir d'explication, tranquillement démoli les 12 prochains mois de la vie de Graham Sterling entre minuit et le lever du soleil. Elle posa sa tasse de café très soigneusement. Son téléphone sonnait déjà. Elle regarda l'écran. Numéro inconnu. Elle répondit. « Bonjour », dit Dante Moretti. Elle a failli ne pas répondre. Son pouce a plané sur l'écran pendant 2 longues secondes. Assez longtemps pour réfléchir. Assez longtemps pour savoir que répondre était une décision lourde de conséquences. Assez longtemps pour comprendre que l'article du Tribune sur la table devant elle n'était pas une coïncidence, et que l'homme à l'autre bout du fil
avait fait en sorte que cela se produise avant l'aube, pendant qu'elle dormait, et que rien de tout cela n'était simple. Elle répondit. « Comment avez-vous eu ce numéro » demanda-t-elle. « Bonjour à vous aussi, dit Dante. Ce n'est pas une réponse. Non, acquiesça-t-il. Ce n'en est pas une. Avez-vous vu le Tribune? Elle regarda le journal, le titre, les mots. Enquête fédérale, au-dessus du visage photographié professionnellement de Graham Sterling. Le visage d'un homme qui n'avait pas encore appris la nouvelle du matin lorsque cette photo avait été prise. « Je le regarde en ce moment même, dit-elle. Bien. C'est vous qui avez fait ça? Une pause. Pas longue, pas évasive. La pause d'un homme qui choisit la version précise de la vérité qu'il a l'intention d'offrir. J'ai mis certaines informations à la disposition de personnes en position d'agir, dit-il. C'est une phrase très prudente. Je suis un homme prudent. Elle se leva de la table de la cuisine et se dirigea vers la fenêtre. Le nord de la ville était déjà en mouvement. Des promeneurs de chiens, les premiers navetteurs, un camion de livraison à l'arrêt devant le café du coin. La ville qui ne savait pas ce qui s'était passé pendant la nuit et qui continuait en conséquence. « Vous devriez savoir, dit-elle, que je ne vous ai pas demandé de faire ça. Je sais, et je ne suis pas... » Pressa 2 doigts contre son front. Je ne suis pas à l'aise d'être la raison pour laquelle la vie de quelqu'un est démantelée. Vous n'êtes pas la raison, dit Dante. Les propres décisions de Graham Sterling au cours des 7 dernières années sont la raison. J'ai simplement veillé à ce que ces décisions trouvent le public qu'elles méritaient. C'est une autre phrase prudente, c'est aussi exact. Elle resta silencieuse un moment. Dehors, le camion de livraison termina ses affaires et s'éloigna. « Pourquoi appelez-vous » demanda-t-elle. « Pour vous demander si vous voudriez dîner avec moi ce soir. » Elle se détourna de la fenêtre. Dante. « Vivian, vous comprenez ce que vous demandez. Vous comprenez ce que le fait d'être vu avec vous en public implique. Je le comprends mieux que vous, dit-il, et je demande quand même. » Elle pensa à la salle de bal. Elle pensa à la façon dont 50 personnes s'étaient tues en cercle concentrique. Elle pensa au visage de Graham, se vidant de sa couleur. Elle pensa au trajet en voiture pour rentrer chez elle, aux lumières de la ville et à la conversation qui avait inexplicablement semblé être la première conversation honnête qu'elle ait eue depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait le mesurer. Elle pensa au titre du Tribune. « Pas ce soir, dit-elle. Donnez-moi un peu de temps. » Une autre pause. « D'accord, dit-il. C'est tout? Juste d'accord. Je ne négocie pas les invitations, dit-il. Vous appellerez quand vous serez prête, ou vous n'appellerez pas. » Il mit fin à l'appel. Elle resta à la fenêtre, le téléphone à la main, dans la lumière froide d'avril qui traversait la vitre. Le Tribune sur la table derrière elle, et la sensation, persistante, gênante, d'être au premier stade de quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom. Son assistante, Priya, appela à 8h45. « Tu as vu le Tribune » dit Priya, avant même de dire bonjour. « Oui. Enquête fédérale sur Sterling Capital Group. Vivian. Tu as géré le compte de leur concurrent il y a 2 ans, le groupe Caldwell. Tu as 4 contacts en commun avec les gens de Sterling. Si cela se transforme en une enquête complète, ça ne touchera pas l'agence, dit Vivian. Comment le sais-tu? Parce que je n'ai jamais rien fait pour Graham qui nécessitait d'être enterré. Notre relation était personnelle, pas professionnelle. Il n'y a pas de recoupement. Votre relation? Priya resta silencieuse un instant. Tu étais au gala hier soir. Il était au gala hier soir, et ce matin, il est en première page de la section Affaires avec des enquêteurs fédéraux qui épluchent ses comptes. Un autre silence. Vivian, que s'est-il passé hier soir? Une soirée compliquée, dit Vivian. Je te ferai un topo quand j'arriverai. Elle était au bureau à 9h30. Mercer Strategic occupait le 14e étage d'un immeuble sur Michigan Avenue. Un vrai bureau, le genre pour lequel elle avait travaillé pendant des années. Avec des murs en verre, une salle de conférence et 11 personnes qui dépendaient d'elle pour maintenir le toit. Elle le traversa comme elle traversait tout ce qui était professionnel, avec le sang-froid particulier qui n'était pas fin, mais qui était, à ce stade, structurel. Si profondément ancré dans sa façon de se mouvoir dans les espaces de travail qu'il fonctionnait indépendamment de ce qui se passait en elle. Elle a participé à un appel client à 10 heures sur le calendrier de refonte de l'image de marque d'une organisation à but non lucratif dans le domaine de la santé. Elle a relu le texte pour le lancement d'un produit d'une entreprise technologique. Elle a approuvé une proposition aux médias. Elle a fait le travail avec la partie d'elle-même qui avait toujours été fiable et séparée.
le mécanisme professionnel qui fonctionnait avec son propre carburant. À midi, Priya apparut à la porte de son bureau avec le visage de quelqu'un qui portait une information qu'elle ne savait pas comment transmettre. « Marcus Hale est là », dit Priya. Vivian leva les yeux. Marcus Hale était le directeur de la communication de Graham Sterling. Il l'était depuis 6 ans. C'était un homme compact et précis au début de la quarantaine. Il portait sa loyauté envers Graham, avec la même constance qu'il portait son uniforme de costumes anthracite et de pince à cravate en argent. Louis et Vivian avaient navigué dans les mêmes cercles professionnels pendant des années. Cordial, prudent, la cordialité spécifique de 2 personnes qui comprenaient qu'elles étaient les mandataires d'intérêts plus importants. « Faites-le entrer », dit-elle. Il entra avec l'air d'un homme qui n'avait pas dormi. Son costume anthracite était présent. La pince à cravate en argent était présente, mais la qualité de son sang-froid avait changé. Elle pouvait voir le coup de l'entretien écrit dans la crispation de sa mâchoire, la légère surprécision de ses mouvements. « Marcus, » dit-elle, « asseyez-vous. Je vais rester debout. » Il regarda quand même la chaise, puis s'assit. « Graham veut vous parler. Ce n'est pas une conversation pour laquelle je suis disponible. Vivian, j'ai été très clair hier soir, » dit-elle. « Hier soir. » Marcus se pencha légèrement en avant. Ses mains étaient jointes sur son bureau, une posture qu'elle reconnaissait comme sa version de l'urgence contrôlée. « Hier soir, vous étiez à un gala avec Dante Moretti. Ce matin, Graham a des enquêteurs fédéraux qui épluchent 7 ans de dossiers. Vous comprenez comment ces 2 faits apparaissent l'un à côté de l'autre. »« Je comprends comment ils apparaissent, » dit-elle. « Alors vous comprenez pourquoi Graham a besoin de vous parler. »« Ce dont Graham a besoin, » dit-elle prudemment, « c'est d'un très bon avocat, ce que j'imagine il a déjà en plusieurs exemplaires. Il n'a pas besoin de me parler. Il pense que vous pouvez... »« Je ne peux rien faire pour lui, Marcus. Je n'ai rien à voir là-dedans. » Elle soutint son regard fermement. « J'ai eu une conversation avec quelqu'un lors d'un événement caritatif. Je n'ai aucune connaissance de la manière dont cette conversation est liée à quoi que ce soit que le gouvernement fédéral a décidé d'enquêter. Et je n'ai aucune intention d'être inséré dans le récit que Graham construit pour expliquer sa situation actuelle. » Marcus la regarda longuement. « Vous étiez avec Moretti, dit-il, devant 200 témoins. J'ai été escorté à travers une salle de bal par un homme que j'ai rencontré à un événement. Ce n'est pas un acte criminel, Marcus. Moretti n'est pas juste un homme. Je sais qui il est. Vraiment, il se renversa en arrière. L'urgence contrôlée cédait la place à quelque chose de plus franc. Elle pouvait voir l'homme derrière le professionnel de la communication, et l'homme était sincèrement alarmé. « Vivian, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut avoir une soirée compliquée et s'en éloigner proprement. Ces gens ne fonctionnent pas comme ça. Une fois que vous êtes visible pour eux, Marcus, » sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'avait prévu, et elle la laissa faire. « Graham a passé 3 ans à me faire sentir que je ne pouvais pas faire confiance à mon jugement. Je vous demande, en tant que personne qui a toujours été professionnellement correcte avec moi, de ne pas continuer ce projet en son nom. » Le silence s'installa dans la pièce. Marcus resta très immobile. « Ce n'est pas ce que je fais, » dit-il finalement. « Alors dites à Graham que je ne suis pas disponible. Dites-lui de se concentrer sur ses avocats. Dites-lui que je lui souhaite toute la chance que la situation permet. » Elle fit une pause. « Et s'il vous plaît, fermez la porte en sortant. » Il partit. Elle resta assise à son bureau un moment après que la porte se soit refermée. Elle respira avec la délibération mesurée de quelqu'un qui maintient son altitude dans des conditions turbulentes. Puis, elle prit son téléphone et regarda le numéro inconnu de l'appel du matin. Elle ne le rappela pas. Elle rentra chez elle à 6h30, changea de vêtements de travail et se tint dans sa cuisine à faire des pâtes. Parce que les pâtes étaient ce qu'elle faisait quand elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Elle hacha l'ail finement, chauffa l'huile et se tint au-dessus de la poêle avec la présence particulière de quelqu'un qui essaie de rester dans un moment domestique et y parvient à peu près. Son téléphone sonna à 7h15. Numéro inconnu. Elle répondit sans y penser. Le même pilote automatique qui avait répondu à 8h ce matin-là. La même hésitation de 2 secondes supplantée par la même chose qu'elle n'était pas tout à fait prête à nommer. « Je vous ai dit que j'avais besoin de temps, » dit-elle. « Je sais, » dit Dante. « Ce n'est pas pour le dîner. » Quelque chose dans la qualité de sa voix était différent. Pas froid, pas alarmé, mais dépouillé de l'aisance mesurée particulière qu'elle avait identifiée comme caractéristique. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle.
Graham Sterling a passé quelques appels aujourd'hui. Elle baissa le feu sous la poêle. À qui? À des gens qui n'aiment pas que mon nom apparaisse dans les journaux à côté d'enquêtes fédérales, même de manière tangentielle. Une pause. Il a suggéré à certaines parties que mon intérêt pour vous était lié à sa situation, que j'avais un motif professionnel pour l'humilier publiquement. Ce n'est pas, je sais ce que c'est et ce que ce n'est pas, dit Dante. Je vous le dis parce que ces parties chercheront un moyen d'appliquer une pression. Et le point de pression le plus direct, c'est vous. Elle posa la cuillère en bois sur le comptoir. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous devez faire attention à qui vous approche dans les prochains jours. Toute personne que vous ne connaissez pas, qui veut discuter de la nuit dernière, de Moretti ou de la situation de Graham, vous me le dites avant de leur répondre. Pas après. Dante. Elle garda sa voix égale. Je suis une professionnelle de la communication. Je gère l'information pour gagner ma vie. Je sais comment gérer les approches. Vous savez comment gérer les approches d'entreprises et d'organisations à but non lucratif, dit-il. Ce qui s'en vient n'est pas de cet ordre. L'ail brunissait dans la poêle et elle ne faisait rien pour l'arrêter. Vous me faites peur, dit-elle. Bien, dit-il. Un niveau de conscience approprié et protecteur. C'est une chose profondément troublante à dire. Je sais. Et puis, avec un changement si léger qu'elle faillit le manquer, je n'avais pas l'intention que tout cela vous touche. L'enquête, je m'attendais à ce qu'elle se déroule discrètement derrière la couche visible. Graham a fait monter les enchères en passant ses appels. Et maintenant, c'est plus visible que je ne l'avais prévu. Elle encaissa. Vous me dites que vous avez fait une erreur de calcul. Oui. Et que cette erreur de calcul a des conséquences pour moi. Oui. Elle regarda l'ail qui brunissait et ne ressentit rien de particulièrement simple. Je serai prudente, dit-elle. Vivian, je vous entends. Je serai prudente. Après avoir raccroché, elle éteignit le feu et resta dans la cuisine un moment sans rien manger. Elle pensa à 3 choses en boucle. Le visage alarmé de Marcus Hale, le titre du Tribune et la qualité particulière de la voix de Dante quand il a dit « Je n'avais pas l'intention que tout cela vous touche ». La version dépouillée, celle sous le poids mesuré qui caractérisait tout ce qu'il disait d'autre. Elle pensa au fait qu'elle avait répondu aux 2 appels. Elle pensa au fait qu'elle savait déjà ce qu'elle allait décider avant d'être prête à admettre qu'elle était en train de le décider. Le lendemain matin, elle appela le numéro inconnu. Il répondit à la 2e sonnerie. « Dîner », dit-elle. Une brève pause. « Ce soir », dit-il. « Ce soir ». Il lui donna le nom d'un restaurant. Pas le genre de nom qui apparaît dans les classements des meilleures tables de Chicago dans les magazines, mais le genre qui apparaît dans la connaissance privée des gens qui opèrent dans des registres spécifiques de la ville. Le genre qui n'a pas d'enseigne et qui exige un nom à la porte. Elle portait une robe qui n'était pas bleu marine. Elle était bordeaux profond, une couleur qu'elle avait achetée il y a 18 mois et gardée dans son placard sans la porter. Parce que c'était le genre de robe qui annonçait une présence plutôt que de la minimiser, et elle n'avait pas été prête à annoncer quoi que ce soit. Elle l'a mis, se regarda dans le miroir pendant 30 secondes et sortit. Le restaurant occupait l'étage supérieur d'un immeuble dans le West Loop. On y accédait par un ascenseur privé qui nécessitait une carte magnétique. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra dans un espace de bois sombre et de lumière ambrée tamisée. Une salle d'une 12aine de tables, dont la moitié était occupée par le genre de personnes qui ne vérifiaient pas leur téléphone. Et qui levaient les yeux quand elle entrait avec l'évaluation mesurée d'individus habitués à savoir exactement qui se trouvait dans une pièce donnée. Dante se tenait au fond, près d'une fenêtre qui parcourait toute la largeur du bâtiment, surplombant la grille illuminée de la ville. Il la regarda, comme il l'avait regardée dans la bibliothèque. Directement, sans la performance sociale de l'évaluation. Juste en regardant. Et quelque chose dans le fait d'être regardé de cette façon, dans cette robe, dans cette pièce, en cette soirée particulière, produisait une chaleur dans sa poitrine qu'elle reconnut puis mit soigneusement de côté pour un examen ultérieur. Ils s'assirent. Le dîner dura 2 heures. Elle apprit au cours de ces 2 heures les choses que Dante choisit de lui dire sur lui-même. Elles n'étaient pas nombreuses, mais elles étaient choisies avec la spécificité d'un homme qui donnait des informations délibérément. Il avait grandi dans le South Side de Chicago. Son père avait été un homme dont les affaires particulières laissaient des options particulières au fils qui héritait de ses relations et de sa position à 22 ans, quand ces relations nécessitèrent une nouvelle adresse. Il dirigeait l'organisation Moretti depuis 19 ans. Il ne s'était jamais marié. « Jamais ?» demanda-t-elle. « Ça n'aurait pas été gentil.
dit-il, pour la personne en question. C'est une façon intéressante de voir les choses. C'est une façon exacte. Il regarda son verre de vin. La vie n'est pas compatible avec. Il fit une pause. Certaines choses. Et maintenant, il leva les yeux. Je ne sais pas, dit-il. Ce qui était, elle l'apprenait, sa version d'une déclaration significative. Ils en étaient au dernier verre de vin quand son téléphone vibra une fois sur la table. Il y jeta un coup d'œil avec l'attention périphérique d'un homme qui surveillait l'information comme certains surveillent la météo, constamment et sans en faire l'événement principal. Et quelque chose dans son expression s'ajusta très légèrement. « Un problème ?» demanda-t-elle. « Possiblement. » Il posa le téléphone face contre table. « Dites-moi quelque chose. La société de Graham, Sterling Capital Group, savez-vous qui étaient ses partenaires silencieux? L'un d'entre eux? » Le changement de sujet était assez brusque pour qu'elle le sente. Pourquoi? Parce que 2 des noms dans le dossier fédéral sont liés à des personnes avec qui j'ai une histoire spécifique. Et si Graham travaillait avec ces personnes, alors son appel d'hier n'était pas destiné à des points de pression aléatoires. Il était destiné à des gens qui attendaient une excuse. Elle posa son verre de vin. « Ne dites rien. Qu'est-ce que cela signifie? » Il la regarda un instant, avec le regard qu'elle commençait à lire comme sa version de la pesée du coût de l'honnêteté. « Cela signifie, dit-il lentement, que Graham Sterling n'était pas simplement un dirigeant de capital investissement avec quelques crimes financiers enterrés. Il fonctionnait aussi, semble-t-il, comme un canal financier pour des personnes qui s'intéressent à démanteler les avoirs légitimes de l'organisation Moretti depuis environ 3 ans. » Il fit une pause. Ce qui signifie que la nuit au gala n'était pas la coïncidence que je croyais. Le restaurant était très calme autour d'eux. « Vous pensez qu'il savait qui vous étiez quand il est venu me parler ?» dit-elle. « Je pense que c'est possible. Et vous pensez qu'il... » Elle s'arrêta. L'architecture de la situation s'assemblait dans son esprit avec la clarté froide et mécanique qui arrivait lorsque la reconnaissance de schémas professionnels s'appliquait à des situations personnelles. « Vous pensez qu'il m'a cherché au gala spécifiquement parce qu'il savait qu'il y avait une chance que vous soyez là et une chance que vous regardiez. » Dante ne dit rien, ce qui était sa propre réponse. « Il m'a utilisé, dit-elle. Je ne sais pas ça. Vous venez de me le dire. Je vous ai dit que c'est possible. Je n'ai pas de confirmation. » Sa voix était prudente. « Mais j'avais besoin que vous connaissiez cette possibilité avant de décider jusqu'où vous voulez aller là-dedans. » Son téléphone vibrait sur la table. Priya. À 9h47 du soir, elle a répondu. « Il y a 2 hommes dans le hall de ton immeuble, » dit Priya, et sa voix avait la qualité particulière de quelqu'un qui tient le coup de justesse. « Ils sont d'abord venus au bureau après les heures de travail. L'équipe de nettoyage m'a appelé. Ils ont dit qu'ils te cherchaient. » Viviane. Il n'avait pas l'air de... « Il n'avait pas l'air de quoi ?» dit Viviane. La ligne avait une qualité qu'elle reconnaissait. Pas morte, pas coupée, mais le silence suspendu spécifique de quelqu'un qui s'est arrêté en pleine phrase, parce que quelque chose dans son environnement immédiat avait changé. « Priya, je dois y aller, » dit Priya, et l'appel se termina. Viviane était déjà debout. Dante la regardait avec l'immobilité complète d'un homme dont la machinerie interne avait changé de registre sans que son visage ne reflète la transition. Il en avait assez entendu de son côté de l'appel. Elle pouvait voir dans l'économie de ses mouvements la façon dont sa main se déplaçait vers l'intérieur de sa veste, la façon dont ses yeux allaient brièvement à l'entrée du restaurant, puis à la fenêtre, puis de nouveau à elle, qu'il faisait l'évaluation structurelle rapide d'un homme pour qui l'évaluation de la menace n'était pas une compétence apprise, mais innée. « Mon assistante, » dit Viviane. « 2 hommes à mon immeuble. » Elle était au bureau après les heures de travail et il... Elle s'arrêta. L'appel a été coupé. Dante était déjà au téléphone. Il parla dans un échange bref et sec. 2 phrases, une pause, une phrase de plus, et rangea le téléphone. « Mes hommes sont à 10 minutes de votre immeuble, » dit-il. « Et Priya, l'adresse de votre bureau. » Elle la lui donna. Il passa un 2e appel, plus court que le premier. « Quelqu'un la contactera, » dit-il. « Venez. » Ils traversèrent le restaurant, et elle enregistra les visages qui se tournaient à leur passage. L'évaluation mesurée des autres convives se recalibrait alors que Dante traversait la pièce avec une qualité de mouvement dirigé. Cela communiquait à chaque personne présente que l'équilibre social prudent de la soirée avait été remplacé par quelque chose d'opérationnel. La voiture attendait à l'entrée latérale du bâtiment.
Sur la banquette arrière, traversant la grille nocturne du West Loop, Vivian était assise, les mains à plat sur ses cuisses. Elle respirait avec la délibération mesurée de quelqu'un qui comprenait que l'alternative à la respiration contrôlée était le genre d'effondrement qui ne lui servirait à rien maintenant. « Mon immeuble », dit-elle. « Nous n'allons pas à votre immeuble. Ce sont mes... Vivian. » Sa voix n'était pas forte. « S'ils sont à votre immeuble n'est pas l'endroit où vous devriez être ce soir. Vous comprenez ça ?» Elle le comprenait. Le comprendre produisait une clarté froide et spécifique qui n'était pas la même chose que de l'accepter. Où allons-nous? Quelque part qu'ils ne connaissent pas. Elle regarda par la fenêtre la ville qui défilait. Des rues qu'elle connaissait, des carrefours qu'elle avait traversés 1000 fois. L'architecture ordinaire de sa vie quotidienne se déroulant derrière la vitre sans savoir que quoi que ce soit avait changé. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Mais pas le numéro inconnu de Dante. Un autre. Elle le regarda. « Répondez », dit Dante. Elle répondit. Madame Mercer. La voix était masculine, registre moyen, la platitude particulière de quelqu'un qui s'est entraîné à mener des conversations que le destinataire ne veut pas avoir. Mon nom n'a pas d'importance. Je veux que vous sachiez que votre assistante va bien. Elle est dans sa voiture. Elle rentre chez elle. Personne ne l'a touchée. Je veux que ce soit clair d'emblée. La mâchoire de Vivian se crispa. Qui est-ce? Quelqu'un qui a observé la situation avec M. Moretti se développer avec une certaine inquiétude. Nous aimerions vous parler en privé. Pas ce soir. Nous comprenons que le moment est mal choisi, mais bientôt. Si vous avez été près de mon assistante, nous lui avons parlé brièvement. Nous lui avons demandé de transmettre un message. Elle a pris sa propre décision de vous appeler à la place. Une pause. C'est une personne loyale. Vous avez bâti une bonne équipe. Je veux être très clair, dit Vivian, que je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas dans quelle situation vous pensez que je suis impliqué, et je n'ai rien à discuter avec des appelants anonymes. Vous êtes actuellement dans une voiture avec Dante Moretti, dit la voix, vous dirigeant, je suppose, vers un endroit qu'il considère comme sûr. Madame Mercer, la situation dans laquelle vous vous trouvez n'est pas une que vous avez choisie avec soin, et il y a des choses sur l'homme à côté de vous que vous ne savez pas encore. Une autre pause. Quand vous les apprendrez, vous voudrez avoir eu cette conversation avant. L'appel se termina. Elle baissa le téléphone. Dante la regardait sans prétendre qu'il ne l'avait pas fait. « Qui était-ce » dit-il. « Pas une question. Il n'a pas donné de nom. » Elle le regarda directement. « Il a dit qu'il y a des choses sur vous que je ne sais pas. Il a dit que quand je les découvrirai, je regretterai de ne pas lui avoir parlé avant. » L'expression de Dante ne changea pas de manière visible, mais la qualité de son immobilité changea. Le même micro-ajustement qu'elle avait remarqué au restaurant. La calibration d'un homme recevant des informations et mettant à jour un calcul interne. Il n'a pas tort, dit Dante. La voiture continua à travers la ville. Vivian sentit quelque chose de froid s'installer dans son sternum. « Qu'est-ce que cela signifie » dit-elle. « Cela signifie qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dites. » Il soutint son regard fermement. « Pas parce que j'avais l'intention de vous tromper, mais parce que le moment n'était pas... Dante. » Elle garda sa voix égale avec l'effort spécifique d'une femme qui avait passé des années à apprendre à garder sa voix égale quand chaque instinct disait le contraire. « Quelles sont-elles » Il la regarda longuement. « Pas dans la voiture, dit-il. La voiture les emmena vers le nord, puis vers l'est, pour finalement passer par un portail que Vivian ne reconnut pas. Elle menait à une structure privée attachée à un bâtiment au bord du lac. Une architecture de vieille fortune, du genre qui précédait l'acier et le verre. En brique et en retrait de la rue, avec la confiance particulière des bâtiments, qui n'avaient pas besoin de s'annoncer. Ils montèrent dans un ascenseur privé. L'appartement était au dernier étage. Pas ostentatoire, ce qui l'a surpris, mais ce registre particulier du luxe qui s'exprimait par la qualité des matériaux, plutôt que par le volume de l'affichage. Des livres, des vrais, comme dans la bibliothèque. Un mur de fenêtres faisant face au lac qui, de jour, aurait été extraordinaire, et qui, la nuit, était un champ d'eau noire et de lumière lointaine. Elle se tint au centre de la pièce principale et attendit. Dante alla à un meuble et versa 2 verres d'eau. Il les apporta à la table basse et s'assit. Elle s'assit en face de lui dans un fauteuil, sa robe bordeaux captant la faible lumière de la pièce, ses mains jointes sur ses genoux, avec une immobilité qu'elle fabriquait par l'effort. « Graham Sterling, dit Dante,
n'était pas une personne au hasard qui est entrée dans le gala. Vous avez dit ça au dîner. J'ai dit que c'était possible. Je vous le dis maintenant. C'est confirmé. Il regarda le verre d'eau. Au cours des 2 dernières heures, pendant que nous mangions, mes hommes ont identifié 2 des sociétés écrans dans le dossier fédéral. Elles remontent à une organisation appelée le Groupe Valenti, des intérêts du Nord-Est. Ils tentent d'acquérir un levier sur certains avoirs de Moretti depuis 3 ans en faisant transiter des capitaux par des façades légitimes. Il fit une pause. L'entreprise de Graham Sterling était l'une de ces façades. Vivian resta silencieuse. Graham vous connaissait, continua Dante. Pas de manière superficielle. Il a fait des recherches sur vous. Il connaissait votre parcours, votre liste de clients, votre histoire avec la fondation. Il savait que vous seriez à ce gala. Il leva les yeux. Il savait aussi que j'assiste à l'événement de la fondation la plupart des années, discrètement, pas sur une liste d'invités. La chose froide dans son sternum s'étendit. Il a tout manigancé, dit-elle. Il a créé les conditions, dit Dante prudemment. S'il s'attendait aux résultats spécifiques, il m'a humilié devant des témoins en sachant que vous pourriez le voir. Les mots sortirent plats, pas forts. Chacun placé avec la précision de quelqu'un qui a besoin d'entendre une chose dite à voix haute, pour confirmer qu'elle est réelle. Il savait ce que vous feriez. Il savait que vous réagiriez, et il m'a utilisé pour... Elle s'arrêta. La chose qu'elle ressentait n'était pas assez simple pour être une seule chose. Elle avait des couches qu'elle triait avec le triage mécanique rapide d'un esprit très doué pour traiter des informations complexes. Et qui appliquait actuellement cette compétence à sa propre douleur? 3 ans. 3 ans où Graham lui a dit qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle était trop sensible, que son corps n'allait pas, et que son jugement était mauvais, et qu'on ne pouvait pas faire confiance à ses instincts. Et maintenant, l'architecture même de cela changeait. La question arrivant, non sollicitée et terrible. Quelle part de ces 3 années avait été une préparation pour l'utilisation d'une seule soirée? Avait-elle jamais été autre chose pour Graham Sterling qu'une variable dans un calcul? Vivian, dit Dante. Donnez-moi 1 minute, dit-elle. Il la lui donna. Elle s'assit dans le fauteuil dans sa robe bordeaux, le lac invisible derrière la vitre sombre. Elle respira à travers la qualité spécifique de la dévastation, qui n'arrivait pas avec des larmes, mais avec une sorte d'affaissement structurel interne. Le son que font les choses quand elles ont fini de tomber. Les hommes à mon immeuble, dit-elle finalement. Les gens de Valenti, qui tentent de déterminer ce que vous savez, et si vous êtes un atout ou un passif. Et pria. Ils l'ont approché comme un message pour établir qu'il pouvait vous atteindre à travers votre vie. Sa voix était égale, mais il y avait quelque chose sous cette qualité égale, une tension contenue, contrôlée. C'était une erreur de leur part. Une erreur? Comment? Parce que cela me dit qu'ils agissent plus vite qu'ils ne le devraient, ce qui signifie qu'ils ne sont pas aussi contrôlés qu'ils veulent le paraître. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Et parce que je ne réagis pas bien, quand les gens utilisent la proximité pour menacer ce qui est à moi. Le mot « mien » atterrit dans la pièce. Elle l'entendit. Elle ne le releva pas. Elle le classa dans la partie de son esprit marquée plus tard. « Il y a autre chose, dit-elle. Elle pouvait le voir dans la posture de ses épaules à la fenêtre. La qualité spécifique d'un homme portant une révélation qu'il n'avait pas encore faite. « Dites-moi, dit-elle. » Il se tourna. « Le gala, dit-il. Ma présence là-bas. Je vous ai dit que j'y assiste la plupart des années. C'est vrai. » Il soutint son regard. « Je connaissais aussi le nom de Graham Sterling, avant que vous ne me le donniez dans la bibliothèque. La pièce était très silencieuse. Vous le connaissiez, dit-elle. Je le connaissais de nom. Je savais ce qu'il était, à quoi il était lié, ce qu'il gérait pour le groupe Valenti. Il garda sa voix égale. Je constituais le dossier fédéral depuis 4 mois. J'attendais le bon moment pour le publier. Elle se leva. Et le gala était l'endroit où j'avais arrangé la présence d'un contact fédéral. Quelqu'un en position de recevoir le transfert de fichiers et d'agir dans les 24 heures. Il fit une pause. J'étais dans la bibliothèque cette nuit-là parce que le couloir est donné un accès direct au bureau privé de la Fondation, où je devais être brièvement. Je n'étais pas là à cause de vous. Elle le regarda à travers la pièce. Mais vous m'avez entendu, dit-elle. Oui. Et tout ce qui a suivi était réel, dit-il. Ce que je vous ai dit dans la bibliothèque, en revenant, le trajet en voiture, ce soir. Il ne détourna pas le regard. Tout était réel, et rien de tout cela n'était prévu. Mais vous méritez de savoir que je suis entré dans ce bâtiment en sachant déjà qui était Graham Sterling et ce qu'il faisait.
L'information se réorganisa dans son esprit avec une précision lente et grinçante. Il avait su. Il l'avait écouté déverser 3 ans de douleur dans une pièce éclairée par le feu. Et il avait su tout le temps que l'homme causant cette douleur était aussi professionnellement lié à une opération que Dante travaillait à démanteler depuis des mois. Il lui avait offert son bras et l'avait ramené dans cette salle de bal en sachant que la confrontation servait ses objectifs aussi bien que les siens. « Cela vous a-t-il profité ?» dit-elle. La scène avec Graham, la déclaration publique. Dante resta silencieux un moment. « Oui, dit-il. Cela a mis Graham en garde devant des témoins. Cela a accéléré sa panique. Sa panique a mené aux appels qui ont révélé ses liens avec Valenti, plus clairement que le dossier seul ne l'aurait fait. Il fit une pause. Cela vous a aussi profité. Les deux choses sont vraies simultanément. Vous m'avez utilisé, dit-elle. Les mots sortirent avec une platitude qui était pire que la chaleur. Non. Sa voix avait maintenant une pointe d'agacement. La première vraie pointe qu'elle entendait. J'ai réagi à une situation qui était déjà en cours. Je n'ai pas fabriqué votre douleur. Je n'ai pas créé la cruauté de Graham. J'ai pris la décision dans une bibliothèque de m'impliquer dans quelque chose dans lequel je n'étais pas obligé de m'impliquer. Et oui, cela a servi plus d'un objectif. Ce n'est pas de l'utilisation. C'est ainsi que fonctionnent toutes les décisions prises par de vraies personnes dans de vraies situations. Vous auriez pu me le dire. Quand? Il fit un pas vers elle. Dans la bibliothèque pendant que vous vous effondriez? Dans la voiture? Au dîner ce soir avant que votre assistante n'appelle? Quand exactement était le moment où vous le dire aurait produit autre chose que de la panique avant que vous n'ayez le moindre moyen de vous protéger des conséquences? Elle voulait trouver une réponse à cela. Elle la chercha honnêtement, et elle n'était pas clairement là, ce qui l'a mis plus en colère que si elle l'avait été. Le choix aurait dû être le mien, dit-elle. Oui, dit-il. Il aurait dû. Je ne conteste pas cela. La simple reconnaissance frappa différemment qu'une défense l'aurait fait. Elle resta avec ça un moment. Je dois appeler Priya, dit-elle. Bien sûr. Elle se dirigea vers la fenêtre et passa l'appel. Priya répondit à la première sonnerie, sa voix compressée par le soulagement et l'adrénaline résiduelle. Elle était chez elle. Elle allait bien. 2 hommes l'avaient arrêtée dans le parking du bureau et l'avaient interrogée sur l'emploi du temps de Vivian, ses fréquentations et si elle avait été en contact avec de nouvelles personnes récemment. Elle ne leur avait rien dit et était partie. « Va ailleurs ce soir, lui dit Vivian. Passe à ton appartement, chez une amie. Appelle-moi quand tu y seras. » Elle mit fin à l'appel et resta à la fenêtre à regarder le lac sombre. « Je ne peux pas rentrer chez moi, dit-elle. Non. Mon bureau n'est peut-être pas sûr. Pas demain, peut-être le jour d'après. Donc, toute ma vie est actuellement. » Elle s'arrêta, pressa ses doigts contre sa tempe. « Dante, je gère la communication pour gagner ma vie. Ma valeur pour mes clients est la stabilité, la discrétion et l'apparence d'avoir les choses sous contrôle. S'il devient connu que je suis personnellement associé à une enquête fédérale impliquant le crime organisé. Cela ne se saura pas. Vous ne pouvez pas le garantir. Je peux garantir beaucoup plus que ce que vous me créditez actuellement, dit-il. Mais vous avez raison, je ne peux pas tout garantir. Personne ne le peut. » Elle se détourna de la fenêtre. Son visage dans la faible lumière de la pièce était le visage qu'elle avait appris à lire au cours des dernières 48 heures. L'architecture d'un homme dont l'intérieur était plus complexe que la surface contrôlée ne le suggérait, dont l'honnêteté, quand elle venait, arrivait sans vernis. « J'ai besoin de tout savoir, dit-elle. Pas la version prudente, tout. Qui sont les gens de Valenti? Ce qu'ils veulent? À quel point je suis exposé? À quoi ressemble l'enquête fédérale de votre côté? Et ce que vous avez l'intention de faire à propos des hommes qui se sont approchés de mon assistante. » Elle soutint son regard. « Si je suis dans cette situation, et il semble que je le sois, que je l'ai choisi ou non, alors j'ai besoin de l'image complète. » Il la regarda longuement. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle s'assit. Il parla pendant 40 minutes. Elle n'interrompit pas. Ce qu'elle apprit au cours de ces 40 minutes était l'architecture de quelque chose de bien plus grand qu'un gala de charité et un mauvais ex-petit ami. Le groupe Valenti s'était attaqué à l'infrastructure de Chicago. Pas criminellement, pas grossièrement, mais par les canaux financiers qui couraient sous les affaires légitimes, ceux qui acquéraient discrètement un levier. Graham avait été une pièce maîtresse. L'enquête fédérale que Dante avait déclenchée était réelle et avançait. Mais elle avançait par des canaux où le groupe Valenti avait ses propres contacts, ce qui signifiait que l'enquête elle-même
n'était pas l'instrument propre qu'elle semblait être de l'extérieur. Et il y avait une autre chose. Dante la raconta en dernier. De la manière dont les gens racontent les choses dont ils ont calculé le coût. Le contact fédéral que j'ai utilisé pour transférer les fichiers de Graham, dit-il. Son nom est Reeves. Agent Reeves, division du crime organisé. Une pause. Ce matin, Reeves m'a contacté pour confirmer que les fichiers avaient été reçus. Ce soir, il y a 3 heures, Reeves m'a recontacté. Il a été approché par les gens de Valenti. On lui a offert, de manière significative, d'enterrer des parties spécifiques du dossier et de rediriger l'enquête. Vivian sentit la température de la pièce changer. « Il vous a dit ça ?» dit-elle. « Il m'a dit qu'il y réfléchissait, » dit Dante, ce qui est sa version de me dire qu'il a déjà décidé. Le silence entre eux avait une qualité différente maintenant. « Donc l'enquête, » dit-elle lentement, « pourrait être redirigée pour se concentrer sur quelqu'un d'autre que Graham et le groupe Valenti. »« Oui, et la cible alternative la plus visible, » dit-elle, serait la personne qui a été publiquement associée à son déclenchement. Dante soutint son regard. « Vous, » dit-elle, « et toute personne actuellement visible à proximité de moi, » dit-il. La chose froide dans son sternum était devenue quelque chose de tout à fait différent. Pas de la peur, exactement, mais sa cousine plus fonctionnelle, la reconnaissance lucide des dimensions réelles d'une situation. Elle était assise dans l'appartement de Dante Moretti, au bord du lac, à 11 heures du soir. Incapable de retourner à son immeuble, avec son assistante effrayée et sa vie professionnelle sur une faille. Et l'enquête fédérale à laquelle elle était involontairement devenue adjacente était en train d'être achetée et redirigée vers l'homme à côté d'elle et tous ceux qui l'entouraient, y compris elle. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, » dit Dante. Sa voix avait la qualité stricte qu'elle avait entendue au téléphone la nuit précédente. La voix sous le poids mesuré. « Je ne voulais pas ça pour vous. Je veux être absolument clair à ce sujet. Ce que j'ai fait au gala, je pensais que ce serait contenu, propre. Je me suis trompé sur l'étendue des relations de Graham et sur la rapidité de leur réaction. C'est de ma faute. C'est vrai, acquiesça-t-elle. Mais j'ai aussi besoin que vous compreniez que là où nous en sommes en ce moment, il s'arrêta. Ce qui était, elle l'avait appris, significatif. Dante Moretti ne s'arrêtait pas en pleine phrase pour de petites raisons. Le choix qui s'offre à vous n'est pas entre la sécurité et le risque. Les gens de Valenti vous ont déjà identifié. Le choix est entre affronter cela avec des ressources et l'affronter sans. Des ressources, c'est-à-dire vous. Oui, elle s'assit dans le fauteuil, dans sa robe bordeaux, et regarda un homme qui était entré dans sa vie, 48 heures plus tôt, dans une bibliothèque éclairée par le feu, et qui avait, avec une honnêteté complète et une divulgation incomplète, tout réarrangé. Elle pensa à son agence, à ses 11 employés, à Priya qui se rendait chez une amie en ce moment même, parce que le choix qu'elle avait fait de répondre à un numéro inconnu avait mis son assistante dans un parking avec des hommes qui posaient des questions. Elle pensa au visage de Graham au gala. L'humiliation planifiée, les années de démantèlement minutieux, la révélation que même sa cruauté aurait pu être un outil dans l'opération de quelqu'un d'autre. Elle pensa à la robe bordeaux dans le placard, depuis 18 mois. Elle regarda Dante. « De quoi avez-vous besoin de moi ?» dit-elle. Quelque chose dans son visage changea. Pas du soulagement, rien d'aussi simple, mais la qualité particulière d'un homme qui avait posé une vraie question et reçu une vraie réponse, et qui comprenait exactement ce que cela lui avait coûté de la donner. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance pendant 72 heures, dit-il. C'est long, je sais. Et après 72 heures? Après 72 heures, Graham Sterling ne sera plus un problème. Reeves ne sera plus un problème, et le groupe Valenti aura assez de difficultés pour cesser de se soucier de nous deux. » Elle le regarda longuement. « D'accord, dit-elle. 72 heures. » Elle ne dormit pas bien. Dante lui avait donné la chambre d'amis de l'appartement. Pas de mise en scène, pas de suggestion d'autre chose. Simplement l'attribution pratique de l'espace dans un lieu sûr. Elle resta allongée dans le noir avec le lac, quelque part au-delà du mur. Son esprit faisant le genre d'inventaire qui refuse de s'arrêter pour quelque chose d'aussi trivial que 3 heures du matin. Elle était encore éveillée à 4 heures quand elle l'entendit dans la pièce principale. Le murmure bas d'un appel, la qualité particulière de sa voix en mode opérationnel, brève et finale. Elle ne sortit pas. Elle resta allongée dans le noir et écouta le pouls lointain de la ville. Et elle comprit,
avec la clarté qui ne vient que dans les heures véritablement sans sommeil, qu'elle avait franchi un seuil qu'elle ne pouvait pas défranchir. Elle n'avait pas peur de ça. C'était, réalisa-t-elle, l'information la plus significative. Au matin, le compte à rebours de 72 heures avait commencé, et l'opération de Dante était déjà en mouvement. Il lui expliqua tout autour d'un café au comptoir de la cuisine. Debout, tous les deux avec la vivacité comprimée de personnes qui avaient mal dormi et fonctionnaient avec quelque chose de plus fonctionnel que le repos. Il avait 4 équipes. La première était déjà positionnée autour du contact de Valenti à Chicago, un homme nommé Corso. Il dirigeait une entreprise de transport légitime dans le South Side et servait de centre névralgique pour tout ce que le groupe Valenti gérait dans le Midwest. La deuxième s'occupait de Reeves, pas en le menaçant, mais en documentant ses contacts avec les gens de Valenti avec suffisamment de détails pour faire de sa coopération avec eux une lettre de suicide professionnel. La troisième était avec Graham. Et la quatrième, demanda-t-elle. Avec vous, dit-il. 2 personnes. Vous ne les verrez pas, mais elles seront là. Elle but son café. Je dois aller à mon bureau. Je sais. Mes clients ont le droit de me joindre. Mon équipe. Allez-y, dit-il. Vivez votre vie aussi normalement que possible. Un comportement anormal crée de la visibilité. La visibilité crée des problèmes. Il le regarda par-dessus sa propre tasse. Pouvez-vous faire ça? Je joue la normalité sous pression depuis que j'ai 22 ans, dit-elle. Oui, je peux le faire. Elle rentra d'abord chez elle pour se changer. Les 2 personnes que Dante avait mentionnées étaient invisibles comme promis. Elle ne les identifia pas dans la rue ou dans l'ascenseur, ce qui était soit rassurant, soit troublant, selon l'angle sous lequel elle regardait la situation. Elle passa la journée à son bureau. Elle répondit aux appels, relut des textes, assista à une réunion de stratégie sur le rapport annuel d'une fondation médicale. Elle était présente, fonctionnelle et professionnelle, et elle se sentit, toute la journée, comme quelqu'un jouant un rôle familier, tandis qu'un autre drame se déroulait sous la scène, audible seulement comme une faible vibration à travers le sol. Priya est entrée à 10h09, avec l'air spécifique des gens qui ont digéré la peur pendant la nuit et sont arrivés de l'autre côté. Fatiguée, un peu plus fragile que d'habitude, mais présente. « Ça va ?» demanda Vivian doucement dans son bureau, la porte fermée. « Je vais bien. » Priya fit une pause. « Et toi ?»« J'y travaille, le Tribune ce matin. » Les yeux de Priya étaient prudents. Sterling Capital Group. L'enquête s'élargit. Il mentionne des partenaires non divulgués, des comptes offshore. Vivian. Est-ce que ça va? Ça ne nous touchera pas, dit Vivian. Je te promets que ça ne touchera pas l'agence. Priya la regarda un instant avec le regard spécifique d'une personne qui décide à quel point elle croit quelque chose. D'accord, dit-elle finalement. Le deuxième jour, la vibration à travers le sol devint plus forte. Dante appela à 7 heures du matin. Reeves a pris sa décision, dit-il. Il a accepté l'offre de Valenti. Elle se tenait à la fenêtre de son appartement avec son premier café, regardant la rue en bas, où elle pouvait maintenant, si elle regardait attentivement, identifier l'une des 2 personnes. Donc l'enquête est redirigée, dit-elle. Elle l'est déjà. Depuis ce matin, l'objectif principal du dossier fédéral a changé. Les sociétés écrans de Valenti sont présentées comme des façades de Moretti. Une pause. Mon nom est dans le dossier modifié. La tasse de café était chaude dans ses 2 mains. À quel point est-ce grave? Dit-elle. Gérable, dit-il. Si nous agissons dans les prochaines 36 heures, de quoi avez-vous besoin? Il y a une réunion ce soir. Corso amène le directeur financier de Valenti à Chicago, un homme nommé Ferrante. Ils se rencontrent dans un lieu à Bridgeport pour finaliser la stratégie de restructuration du dossier avec Reeves. Si nous pouvons documenter cette réunion, la documenter comment? Enregistrement, présence physique d'un témoin. Assez pour rendre la preuve documentée de la corruption de Reeves irréfutable, et pour lier Ferrante directement à la manipulation du dossier. Il fit une pause. Mes hommes peuvent s'occuper de la documentation, mais j'ai besoin d'une chaîne de possession propre pour tout ce qui est capturé. Quelque chose qui ne remonte pas à moi, quelque chose qui tienne la route. Elle comprit ce qu'il ne disait pas tout à fait. Vous avez besoin de quelqu'un dont la crédibilité est inattaquable, dit-elle. Quelqu'un sans casier judiciaire, sans affiliation organisationnelle, sans raison d'être rejeté comme une source compromise. Oui, dit-il, vous avez besoin de moi. Il resta silencieux un moment. Je ne vous demande pas de faire ça, dit-il. Je sais. Qu'est-ce que cela impliquerait?
Il lui expliqua. Elle écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle resta un long moment à la fenêtre, regardant la rue en bas et le matin ordinaire qui s'y déroulait. « D'accord, dit-elle. Vivien, 36 heures, vous avez dit. Dites-moi où être et quand. » Le lieu à Bridgeport était une salle à manger privée au-dessus d'un club social qui existait dans le même quartier depuis les années 1970. Le genre d'endroit qui n'apparaissait sur aucune liste pertinente et qui était connu dans certains registres de la ville comme un lieu où se tenaient des conversations nécessitant une discrétion dans les deux sens. Vivian arriva à 8h45 dans une voiture qui n'était pas la sienne, portant des vêtements qu'on lui avait donnés. Sombre, quelconque, la non-remarquabilité spécifique d'une garde-robe conçue pour ne pas être enregistrée. Elle avait été briefée 2 fois. Elle comprenait la mécanique. Elle avait un appareil qu'on lui avait montré comment utiliser, assez petit pour être invisible, positionné d'une manière spécifique. Elle était terrifiée. Elle ne montra pas sa terreur. Elle la localisa, la reconnut avec le même processus mesuré qu'elle appliquait à chaque chose difficile, et la mit dans un compartiment qui la contiendrait jusqu'à plus tard. C'était une compétence qu'elle avait développée au fil des années, en entrant dans des pièces où elle était la seule personne présente à comprendre que toute la situation portait en réalité sur autre chose que ce dont elle avait l'air. Elle était douée pour ça. La salle à manger avait un bar accessible depuis l'entrée de la rue. C'était une raison plausible pour qu'une femme soit présente sur les lieux. Les hommes de Dante avaient arrangé sa présence dans le cadre d'une fonction privée, assez réelle pour résister à un premier examen. Elle s'assit à une table d'angle avec une boisson qu'elle ne toucha pas et attendit. À 9h15, Corso est arrivé. On lui avait montré une photo. La réalité de l'homme correspondait. Un homme compact d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés, le genre de présentation physique qui voulait paraître distingué et y parvenait presque. Il traversa la pièce avec l'autorité désinvolte de quelqu'un pour qui cet endroit était un territoire familier, saluant 2 hommes près de l'entrée avant de monter les escaliers du fond. À 9h23, Reeves est arrivé. Le voir en personne produisit quelque chose de spécifique et de froid dans sa poitrine. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, milieu de la quarantaine, en forme, la présentation professionnelle quelconque d'un agent fédéral en civil. Il avait l'air d'un homme qui avait pris une décision pendant plusieurs jours, qui avait fini de la prendre et qui ne faisait maintenant que l'exécuter. La platitude particulière de quelqu'un qui avait résolu son conflit interne en l'enterrant. Il monta les escaliers sans la regarder. À 9h31, Ferrante est arrivé et tout a changé, car Ferrante n'était pas seul. Derrière Ferrante, entrant avec l'aisance habituée d'un homme qui avait déjà été dans cette pièce, se trouvait Graham Sterling. La main de Vivian se figea sur la table. Graham, pâle, diminué par rapport à sa version du gala, portant l'expression comprimée d'un homme fonctionnant au carburant du désespoir, suivit Ferrante à travers la pièce sans regarder autre chose que les escaliers devant lui. Il n'avait été mentionné dans aucun des briefings de Dante. Il ne faisait partie d'aucune variable anticipée. Elle passa la main sous la table et confirma que l'appareil fonctionnait. Ses doigts étaient parfaitement stables. Elle regardait ses propres mains avec une légère surprise lointaine devant leur stabilité. Elle attendit 17 minutes. Elle connaissait le timing du briefing, la fenêtre de documentation, le signal qu'elle attendait, la séquence de sortie. Elle resta assise à la table d'angle, ne but rien, et regarda l'entrée et les escaliers. Elle garda sa respiration mesurée comme sa thérapeute le lui avait appris. Une méthode qui avait initialement servi à survivre aux conversations avec Graham et qui, par la plus vive des ironies, l'aidait maintenant à survivre dans une pièce où Graham venait d'entrer à l'étage. À 9h48, le signal est venu. Une chose brève et spécifique de l'autre côté de la pièce qui signifiait ce qu'elle était censée signifier. Elle se leva. Elle prit son manteau. Elle se dirigea vers la sortie avec l'aisance tranquille de quelqu'un qui avait terminé sa soirée et partait à un rythme naturel. Elle était à 4 pas de la porte quand quelqu'un lui attrapa le bras. Pas assez fort pour la blesser, assez fort pour l'arrêter. Elle se tourna. L'homme était un inconnu. Fin de la trentaine, veste sombre, la qualité physique particulière de quelqu'un dont le travail impliquait des qualités physiques. Il ne la regardait pas avec agressivité. Il la regardait avec l'attention professionnelle et plate de quelqu'un qui exécute une instruction. « Monsieur Ferrante voudrait vous parler, dit-il. Son cœur battait fort et de manière complexe derrière ses côtes.
Je ne sais pas qui c'est, dit-elle. Il sait qui vous êtes. La main de l'homme était toujours sur son bras. Pas serrée, mais présente. La communication de la non-négociabilité sans violence. À l'étage, ce sera bref. Elle regarda la porte. 4 pas. La voiture était dehors, et les hommes de Dante étaient dehors, et elle était à 4 pas d'eux. Elle regarda l'homme. Elle monta à l'étage. La salle à manger privée contenait 4 hommes et une table. Corso était assis au bout. Reeves était assis à sa gauche, avec l'air de quelqu'un à qui on avait annoncé l'arrivée d'une complication inattendue et qui la traitait avec la crainte spécifique d'un homme qui avait déjà pris sa mauvaise décision et ne pouvait pas la défaire. Graham se tenait près du mur du fond, et quand il la vit, il devint de la couleur de la craie. Ferrante était au centre de la table. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. La soixantaine, corpulent, avec l'immobilité particulière d'un homme qui avait atteint son niveau de pouvoir en étant régulièrement sous-estimé par des gens qui interprétaient son physique comme lent. Ses yeux n'étaient pas lents. « Madame Mercer, dit-il. Asseyez-vous. Je préfère rester debout, dit-elle. Il la regarda un instant, puis presque imperceptiblement, un changement. Pas un sourire, mais un précédent structurel. « D'accord, dit-il. Je serai direct. Vous êtes ici ce soir en une capacité qui implique les intérêts de M. Moretti. Je n'ai pas besoin de connaître les détails. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si vous comprenez la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. »« Je la comprends, dit-elle. »« Bien. » Il croisa les doigts sur la table. « Alors vous comprenez aussi que vous êtes, en ce moment, la pièce la plus utile sur un échiquier qui en compte beaucoup. Pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui vous êtes connecté et de ce que vous portiez ce soir. » Ses yeux étaient complètement immobiles. « Nous ne sommes pas intéressés à vous faire du mal. Nous sommes intéressés par un simple échange. Ce que vous avez documenté ce soir, en échange de l'isolation complète de votre agence, de tout ce qui suivra. Vos employés, vos clients, votre vie professionnelle intacte, propre, garantie. » La pièce était très silencieuse. Elle pouvait entendre son propre pouls. « Et si je refuse, dit-elle ?» L'expression de Ferrante ne changea pas. Le dossier fédéral modifié avance. Votre nom apparaît comme témoin matériel avec des liens décrits avec l'organisation Moretti. Les clients de votre agence reçoivent un briefing anonyme sur ces liens demain matin. Une pause. Vous êtes une professionnelle de la communication. Vous savez ce que cela fait à une agence bâtie sur la discrétion et la confiance. Elle le regarda. Elle regarda Reeves, dont les yeux étaient fixés sur la table. Elle regarda Graham, qui se tenait toujours au mur, et elle vit quelque chose traverser son visage quand leurs regards se croisèrent. Pas des excuses, il n'avait pas cette monnaie, mais quelque chose de brut, quelque chose qui ressemblait presque à la honte qui aurait dû arriver des années plus tôt et qui avait enfin trouvé son adresse. Elle se tourna vers Ferrante. « J'ai besoin d'une minute, dit-elle. » Il fit un geste vers le coin le plus éloigné. Elle s'y dirigea, tourna le dos à la pièce et se tint face au mur, les mains le long du corps, le cœur battant fort dans ses oreilles. L'appareil fonctionnait sous sa veste, et tout ce qu'elle avait construit en 10 ans de travail reposait de l'autre côté de cette décision. Elle pensa à Priya. Elle pensa à ses 11 employés qui venaient travailler chaque matin parce qu'elle avait construit quelque chose qui en valait la peine. Elle pensa à la robe bordeaux dans le placard depuis 18 mois. Elle pensa à une bibliothèque éclairée par le feu et à un homme qui l'avait écouté s'effondrer et n'avait pas détourné le regard. Elle se retourna. « J'ai une contre-proposition, » dit-elle. Ferrante haussa un sourcil. « L'appareil que je porte, dit-elle, transmet depuis que je suis entré dans ce bâtiment. Pas un enregistrement, une transmission en direct vers un récepteur qui se trouve actuellement à l'extérieur, avec des gens qui ont écouté tout ce qui s'est dit dans cette pièce depuis 4 minutes. » Elle garda sa voix égale avec toute la force de tout ce qu'elle avait jamais construit. « Ce qui signifie que M. Moretti est déjà au courant de votre offre. Et la question de savoir si je vous remets ce que j'ai n'est plus la question la plus importante dans cette pièce. » L'immobilité de Ferrante était absolue. Reeves leva les yeux de la table pour la première fois. Graham émit un son qui n'était pas tout à fait un mot. « La question la plus importante, continua-t-elle, est de savoir si les gens derrière cette porte la franchiront dans les 2 prochaines minutes parce que je leur en donne une raison, ou si cette conversation se termine différemment. » Elle regarda directement Ferrante. « Je ne suis pas une pièce sur votre échiquier. Je ne suis pas un point de levier, un atout ou une complication à gérer.
Je suis la personne qui décide actuellement de la fin de cette soirée. Et je vous dis que votre offre est refusée. 3 choses se produisirent presque simultanément. Son téléphone vibra une fois dans sa poche, le signal de Dante, celui qui signifiait que ses hommes étaient en position et attendaient son ordre. La porte en haut des escaliers s'ouvrit, et Graham Sterling, avec le calcul désespéré d'un homme qui avait épuisé toutes les autres options, se jeta à travers la pièce, vers la table où un deuxième téléphone était posé à côté du verre d'eau de Ferrante. Il tendit la main vers lui avec l'intention paniquée de quelqu'un essayant de passer un appel qui changerait la géométrie des 60 prochaines secondes avant que la géométrie ne change sans... La main de Graham n'atteignit jamais le téléphone. Dante entra le premier par la porte, sans courir, sans arme dégainée ni voix élevée. Il entra par la porte comme il se déplaçait dans chaque espace, avec la certitude physique absolue d'un homme qui avait déjà décidé de l'issue avant d'entrer dans la pièce, et dont le corps ne faisait que le confirmer. Derrière lui venaient 2 hommes dont Viviane ne connaissait pas les noms et dont la présence communiquait tout ce qui devait être communiqué sans un mot. Le bras tendu de Graham se figea en l'air au-dessus de la table. La pièce devint complètement silencieuse. Ferrante ne bougea pas. Il resta assis, les mains toujours croisées sur la table, ses yeux passant de Dante à Viviane, avec le calcul plat d'un homme faisant des comptes sur une situation qui venait de changer de manière significative. Corso avait reculé sa chaise d'un demi-pouce. Le recul involontaire d'un homme dont le corps avait pris une décision que son sang-froid essayait de supplanter. Reeves regardait le mur. Dante traversa la pièce sans se presser et s'arrêta à côté de Viviane. Il ne la regarda pas immédiatement. Il regarda Ferrante. « Luca », dit-il. Ferrante ne dit rien pendant un moment, puis Dante. Les 2 noms dans la pièce avaient la qualité de 2 objets posés sur la même table. Une reconnaissance, une mesure, le registre spécifique d'hommes qui avaient une histoire qui précédait cette soirée de plusieurs années, et qui se trouvait maintenant de part et d'autre de quelque chose dont on ne pouvait pas revenir. « C'est fini, dit Dante. »« Ce n'est pas fini, dit Ferrante. Nous avons une conversation. Vous offriez à mon associé un choix entre la conformité et la destruction professionnelle. » La voix de Dante était la même que toujours. Pas élevée, pas froide, simplement pesante de la certitude d'un homme qui avait cessé de jouer un rôle il y a plusieurs décennies. Ce n'est pas une conversation, c'est un ultimatum. Et la réponse est non. Ferrante le regarda fixement. Vous préparez ça depuis 3 ans. En effet. Et vous pensez que ce soir, c'est la fin? Ce soir, c'en est assez. Dante jeta un bref coup d'œil à Reeves, qui étudiait toujours le mur avec la concentration d'un homme essayant de disparaître dans l'architecture. « Agent Reeves, chaque conversation que vous avez eue avec les gens de Ferrante au cours des dernières 72 heures a été documentée. L'offre qui vous a été faite, votre acceptation, votre coopération pour modifier le dossier fédéral, tout y est. Vous pouvez rendre les choses bien pires pour vous, ou vous pouvez commencer à les rendre moins mauvaises. Ce sont actuellement vos seules options. » Reeves ferma les yeux. Il avait l'air d'un homme absorbant l'échec structurel de quelque chose qu'il avait passé des années à construire et qu'il avait démonté de ses propres mains en l'espace de 3 jours. « Je veux un avocat, » dit-il. « C'est une décision intelligente, » dit Dante. « Passez l'appel. » Reeves prit son téléphone de sa poche avec les mouvements d'un homme sous l'eau et se dirigea vers le fond de la pièce. Ferrante le regarda partir. Puis il se tourna vers Dante. « Vous comprenez que ça ne se termine pas ici, » dit Ferrante. « Ni avec Reeves, ni avec Sterling. L'organisation que je représente a une mémoire plus longue que tout ça. »« Je sais, » dit Dante. « Moi aussi. » Il soutint le regard de Ferrante pendant un long moment. La durée spécifique de 2 hommes communiquant quelque chose qui existait sous le registre de tout ce qui était dit à voix haute. Le langage compressé de personnes qui comprenaient les capacités réelles de l'autre et reconnaissaient avec l'économie de l'expérience exactement où les lignes étaient tracées. Puis Ferrante hocha la tête. Une fois. Le hochement de tête d'un homme qui avait calculé le coût de l'escalade et l'avait trouvé, pour cette soirée spécifique, trop élevé. Il se leva. Il boutonna sa veste avec le soin méticuleux d'un homme restaurant son sang-froid, couche par couche. Il regarda Viviane, pas avec hostilité, pas avec quelque chose de particulièrement lisible. Simplement avec la reconnaissance plate de quelqu'un qui recalibre une évaluation. « Vous avez pris une décision ce soir qui a des conséquences, » lui dit-il. « Je sais, dit-elle, tant que vous le savez. » Il partit. Corso,
Après un bref échange avec les hommes de Dante, le suivit. La pièce se vida avec une vitesse qui semblait presque chirurgicale. Le contrat social du crime organisé, savoir quand une soirée est terminée, et de procéder en conséquence. Ce qui laissait Graham. Il se tenait toujours près du mur où il se tenait quand Dante était entré par la porte. Son bras était maintenant le long de son corps. Son visage avait la qualité de quelque chose qui avait traversé plusieurs états d'effondrement et avait atteint une version finale spécifique de lui-même. Pas la dignité arrangée du gala, pas le désespoir comprimé d'un homme sur une liste de surveillance fédérale, mais quelque chose de brut et de plus fondamental. Le visage d'une personne qui n'avait plus de version d'elle-même à jouer. Il regardait Viviane. Elle le regarda en retour. La pièce autour d'eux, la salle à manger du Bridgeport Social Club, avec ses peintures de paysages bon marché, sa table de verre d'eau et la chaise où Ferrante venait de s'asseoir, n'était pas la pièce qu'elle aurait choisie pour cela. Mais le moment était arrivé dans cette pièce, et elle y était, et elle se laissa y être pleinement. Sans la distance gérée qu'elle avait passé des années à perfectionner. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin », dit Graham. Sa voix était basse. Pas le calme calibré auquel elle était habituée de sa part. Pas la fréquence conçue pour la faire se sentir petite. Mais le calme authentique d'un homme qui était simplement fatigué de la machine. La machine avait cessé de fonctionner et la voix en dessous était plus petite qu'elle ne s'en souvenait. « Quelle partie ?» dit-elle. « N'importe laquelle. » Il regarda ses mains. « Le gala. Oui. Je savais qui était Moretti. Ferrante m'a dit qu'il y avait une possibilité qu'il soit là. Il m'a dit qu'une confrontation publique impliquant Moretti pourrait créer une visibilité qui pourrait être utile. » Il s'arrêta. « Il ne m'a pas dit de faire ce que j'ai fait. Ce que je t'ai dit, c'était... » Il s'arrêta de nouveau. « C'était toi, dit-elle. »« Oui. » Il leva les yeux. « C'était moi. » « C'est la partie que je ne peux pas... » Il pinça les lèvres. « Les autres choses, les liens financiers, le dossier, l'exposition fédérale, ce sont des décisions que j'ai prises au fil du temps, progressivement. Et je me suis dit la même chose que les gens se disent à propos de ce genre de décision. Que chacune n'était que celle-ci, dit-elle. Il la regarda. « Oui, je sais, dit-elle. Tu m'as dit la même chose à propos de nous. Chaque critique n'était que celle-ci. Chaque chose qui n'allait pas chez moi n'était que cette chose spécifique que je pouvais réparer si j'essayais plus fort. » Elle soutint son regard. « Tu étais très doué pour le progressif. » Il n'avait rien à dire à cela. « M'as-tu jamais aimé ?» demanda-t-elle. La question sortit sans poids. Pas une accusation, pas une blessure qui se rouvrait, mais une vraie question d'une femme qui avait passé 18 mois à y tourner autour et voulait enfin une réponse franche. Graham resta silencieux un long moment. « Je pense que oui, dit-il. Au début, avant que je... » Il expira. « Avant que je ne prenne l'habitude de me sentir mieux en te faisant te sentir plus mal. Cette habitude est une pourriture. Elle commence petit, et au moment où tu vois ce qu'elle a fait, tu es si loin dedans que... » Il s'arrêta. « Ce n'est pas une excuse. Je sais que ce n'en est pas une. »« Non, acquiesça-t-elle. Ce n'en est pas une. » Il hocha la tête. « Qu'est-ce qui m'arrive maintenant ?» dit-il. Elle le regarda longuement. Cet homme qui avait été l'architecture de ses pires années, qui s'était si profondément intégré dans sa perception d'elle-même, que le démanteler avait nécessité un thérapeute et 18 mois de reconstruction délibérée, et à la fin, une nuit dans une bibliothèque éclairée par le feu, avec un étranger qui l'avait regardée comme si elle valait la peine d'être regardée. « Cela dépend entièrement des choix que vous ferez dans les prochaines 24 heures, » dit Dante derrière elle. Graham le regarda. « Vous coopérez pleinement avec l'enquête fédérale, » dit Dante. « La vraie enquête, pas la version redirigée de Reeves. Vous fournissez un compte-rendu complet de vos liens avec le groupe Valenti, les sociétés écrans, les canaux financiers. Vous le faites volontairement avant d'y être contraint. Cette coopération ne vous sauve pas des conséquences de ce que vous avez fait, mais elle détermine l'ampleur de ces conséquences. » Il fit une pause. « C'est la seule version du prochain chapitre de votre vie qui ne se termine pas d'une manière que je préférerais ne pas décrire en détail. » Graham le regarda longuement. Puis il regarda Viviane. « Je suis désolé, dit-il, pour ce que je t'ai dit au gala. Tout. Je sais que ça ne... » « Tu as raison, dit-elle. Ça ne change rien. » Elle prit son manteau sur la chaise où elle l'avait posé. « Mais je t'ai entendu. Et c'est la dernière fois que nous faisons ça, Graham. Quoi que tu fasses ensuite, où que ça te mène, je n'en fais pas partie. Pas même comme quelque chose pour lequel tu t'excuses. » Elle passa devant lui vers la porte. Elle l'entendit expirer derrière elle,
un son long et rauque, le son spécifique d'un homme déposant quelque chose qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié que son poids n'était pas le sien. Elle descendit et sortit dans la nuit de Bridgeport. Elle respira l'air froid d'avril et se tint sur le trottoir. Elle ne ressentit pas de triomphe, rien d'aussi net, mais quelque chose de plus durable que le triomphe. La sensation particulière d'avoir traversé quelque chose à plein coup et d'en être sorti de l'autre côté, toujours elle-même. Dante sortit 2 minutes plus tard. Il se tint à côté d'elle sur le trottoir. Aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. « L'appareil, dit-elle finalement. Tout ce qu'il a capturé est déjà là où il doit être. » Il regarda la rue. Reeves coopérera. Il n'a pas d'autre option. Le dossier modifié sera retiré. L'enquête reprendra sa structure originale avec les gens de Ferrante ajoutés au champ d'application, et le groupe Valenti sera occupé par l'examen fédéral pendant les prochaines années. Assez occupé pour se désintéresser de Chicago. Il fit une pause. Ils ont une longue mémoire, mais ils ont aussi un sens très aigu du rapport coût-bénéfice. Pousser la situation à partir d'ici génère des coûts qu'ils ne considéreront pas proportionnés au retour. Vous en êtes sûr? J'en suis assez sûr, dit-il. Ce qui est, d'après mon expérience, la meilleure version disponible de la certitude. Elle regarda la rue. Une voiture passa. Une voiture ordinaire. Quelqu'un allant quelque part d'ordinaire. Les affaires nocturnes de la ville se poursuivant sans rien savoir. Mon agence, dit-elle. Elle ira bien, dit-il. Je vous donne ma parole là-dessus spécifiquement. Rien de ce qui s'est passé ce soir ne vous est lié d'une manière qui atteigne vos clients ou vos employés. Elle hocha la tête. Priya, dit-elle, est en sécurité. Elle l'est depuis la nuit dernière. Elle hocha de nouveau la tête. Elle faisait l'inventaire, réalisa-t-elle. La vérification méthodique de chaque point d'exposition, de chaque personne dont elle était responsable, de chaque composant de la vie qu'elle avait construite. Le mécanisme professionnel effectuant son audit post-crise. Elle le laissa faire parce que c'était utile, et parce que c'était aussi, reconnut-elle, un déplacement. La partie d'elle qui savait qu'il y avait un autre inventaire à faire et qui le reportait. « Je dois vous demander quelque chose, dit-elle. Oui, si je n'avais pas été à ce gala, si nous ne nous étions jamais rencontrés dans la bibliothèque. » Elle le regarda. « Vous seriez-vous soucié de ce que Graham Sterling m'a dit? » Il resta silencieux un moment. « Non, dit-il, parce que j'étais insignifiante, parce que vous ne me connaissiez pas. » Il se tourna pour la regarder directement. « Le monde est plein de cruauté dans laquelle je n'interviens pas. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que je ne suis pas en position de tout régler, et je ne prétends pas l'être. » Il soutint son regard. « Vous n'étiez pas une cause que j'ai embrassée. Vous étiez une personne que j'ai rencontrée. C'est une chose entièrement différente. Et tout ce qui a suivi a servi mes objectifs et les vôtres simultanément, dit-il. Je vous l'ai dit honnêtement. Je vous ai aussi dit que ce que j'ai ressenti dans cette bibliothèque et après était réel. Je vous le redis. Les deux choses étaient vraies en même temps. Je ne sais pas comment rendre ça plus simple. » Elle le regarda longuement. « Ce n'est pas simple, dit-elle. »« Non, acquiesça-t-il. Je ne suis pas sûr de savoir quoi en faire. »« Moi non plus, dit-il. Ce qui, d'après mon expérience, n'est pas une raison pour s'arrêter. » Les jours suivants se sont déroulés comme les choses importantes se déroulent. Pas avec une résolution narrative claire, mais avec la texture compliquée des conséquences réelles. Reeves a coopéré. Le dossier fédéral modifié a été retiré dans les 48 heures. Le retrait a été attribué à des irrégularités de procédure dans la chaîne de documentation. Le langage bureaucratique d'une institution se corrigeant sans en faire la publicité. L'enquête originale a repris avec un champ d'application élargi. 3 noms sont apparus dans le dossier élargi qui n'y étaient pas auparavant. Graham Sterling a conclu un accord de coopération volontaire avec les procureurs fédéraux le 4e jour. Son avocat l'a annoncé dans une brève déclaration qui utilisait le mot proactif 4 fois. Sterling Capital Group a suspendu ses activités en attendant la résolution de l'enquête. Le Tribune a traité l'affaire comme une histoire d'affaires, pas une histoire de crime, ce qui était la miséricorde particulière d'une ville qui avait appris à noter sur une courbe. Viviane a lu le Tribune en buvant son propre café, dans sa propre cuisine, dans son propre appartement, où elle était retournée sans incident. Et elle a ressenti la même chose qu'elle avait ressenti dans la salle de Bridgeport en entendant l'expiration épuisée de Graham. Pas le triomphe, la fin d'un poids particulier. Elle est allée travailler. Elle s'est assise à son bureau et a fait le travail.
Et ces 11 employés sont venus et ont fait leur travail. Et les affaires de l'agence ont continué avec la résilience particulière des choses qui avaient été construites par quelqu'un qui comprenait que la résilience n'était pas l'absence de dommages, mais la capacité structurelle à les absorber et à continuer. Priya apparut à sa porte à 10 heures le premier matin, de retour, avec 2 cafés et le regard spécifique d'une femme qui avait décidé qu'on lui devait une explication et qui allait la réclamer. « Assieds-toi », dit Viviane. Priya s'assit. Viviane lui raconta la plupart des choses. Pas tout. Il y avait des parties qui appartenaient à Dante et à la mécanique de ce qui s'était passé, qui ne servaient à rien dans le récit. Mais la forme de l'histoire, les liens de Graham, l'enquête fédérale, la réunion à Bridgeport et ce qu'elle y avait fait. Elle le raconta de manière plate et factuelle, sans l'échafaudage émotionnel qu'elle aurait pu utiliser dans un autre contexte. Priya écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, Priya resta silencieuse un long moment. « Tu as transmis en direct, dit-elle. »« Oui. » C'était Vivian. C'était soit incroyablement intelligent, soit incroyablement... « Je sais, » dit Vivian. Priya regarda sa tasse de café. « Tu vas bien? Je crois que oui. » Elle fit une pause. « Redemande-moi dans quelques semaines. » Et Moretti? Vivian la regarda. « Je demande en tant que personne qui était dans un parking en train d'être interrogée sur tes fréquentations, » dit Priya. « Je pense que ça me donne le droit de demander. »« C'est vrai, » dit Vivian. « Je n'ai pas encore de réponse claire. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, dit-elle. » Priya hocha la tête une fois, le hochement de tête d'une femme qui classe soigneusement une information. « D'accord, dit-elle. Alors je redemanderai dans quelques semaines. » 2 semaines après la nuit à Bridgeport, Dante a appelé. Pas la voix opérationnelle, pas la version dépouillée. L'autre, celle qu'elle avait entendue dans la voiture en allant vers le nord et au dîner dans le restaurant du West Loop. Celle qui existait sous la machine de qui il devait être dans toutes les capacités professionnelles et organisationnelles de sa vie. « Comment va l'agence » dit-il. « Bien, dit-elle. Stable. Vous dormez. Mieux qu'avant. » Elle fit une pause. « Comment allez-vous » Opérationnel. Une brève pause. « Vous gérez l'inventaire post-tempête » Pareil, dit-elle. Un silence qui n'était pas inconfortable. « J'aimerais vous voir, dit-il. » Elle se tenait à la fenêtre de son appartement, la même fenêtre où elle s'était tenue pour prendre des appels pendant les jours comprimés de la crise. La même lumière matinale ambrée, la même rue en bas où la ville ordinaire menait ses affaires ordinaires. « Pas un dîner avec des implications, dit-elle. Pas un endroit qui annonce des choses. D'accord. Un endroit où on peut juste... » Elle s'arrêta, chercha le mot. Parler sans que la ville ne regarde. « Je connais un endroit, dit-il. Il est venu la chercher un samedi matin dans une voiture qui n'était pas la Mercedes noire. Une voiture plus simple, du genre qui se déplace dans la ville sans commentaire. Il était en jean, une veste sombre sans l'armure du costume. Elle avait mis quelque chose de confortable et n'y avait pas beaucoup pensé, ce qui était en soi une sorte d'information. Il a conduit vers le nord le long du lac. Elle n'avait pas demandé où ils allaient, et il n'avait rien dit. Et l'absence de cet échange semblait facile d'une manière, que peu de choses semblaient faciles. Ils ont fini dans un parc à l'extrême nord de la ville. Un de ces parcs étroits au bord du lac qui existait dans l'espace entre les quartiers résidentiels et l'eau. Le genre qui appartenait principalement aux gens qui vivaient le plus près et que la ville en général oubliait. Il s'est garé et ils ont marché sur l'herbe vers l'eau, et l'air d'avril avait enfin, dans les 2 semaines depuis le gala, commencé à ressembler au printemps. Ils s'assirent sur un affleurement rocheux, bas au-dessus de l'eau. Le lac était du gris-vert particulier du début du printemps, agité par le léger clapotis d'un vent du large. La silhouette de la ville était visible au sud, à moyenne distance. Pas menaçante, pas écrasante, simplement présente, comme la ville est toujours présente à Chicago, tissée dans chaque ligne de vue. Elle pensa à la nuit où elle était rentrée du gala et s'était assise près de sa fenêtre, à regarder la lumière ambrée et à penser à la façon dont la salle de bal s'était ouverte. Elle avait pensé à un sentiment qu'elle avait oublié. Le sentiment de se déplacer dans l'espace sans se préparer. Elle ne se préparait pas maintenant. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. « Oui. Comment est-ce pour vous ?» Elle regarda l'eau. « Quoi que ce soit, comment est-ce de votre point de vue ?» Il resta silencieux un moment. « Inhabituel, dit-il. »« Comment ?» Il regarda l'eau à côté d'elle.
J'ai passé 19 ans dans une vie où tout le monde a une relation spécifique avec ce que je suis, avant d'avoir une relation avec qui je suis. Les gens qui travaillent pour moi, les gens qui s'opposent à moi, les gens qui veulent des choses de l'organisation, les gens qui ont peur. Il fit une pause. Vous avez eu peur de moi brièvement dans la bibliothèque. Oui, dit-elle. Et puis vous n'avez plus eu peur. Non, c'était... Il s'arrêta, recommença. Quand vous avez cessé d'avoir peur et avez commencé à me regarder, c'était inhabituel. Il se tourna pour la regarder. Vous m'avez regardé comme une personne. Elle croisa son regard. Vous êtes une personne, dit-elle. Je le sais, dit-il. J'avais oublié ce que ça faisait quand quelqu'un d'autre le confirmait. L'eau bougeait en dessous d'eux. Une mouette passa au-dessus, se penchant dans le vent. Elle pensa à la salle de Bridgeport, à se tenir dans le coin le dos tourné à Ferrante, et à faire l'inventaire de tout ce qu'elle avait à perdre, puis à se retourner et à parler quand même. Elle s'était dit sur le moment qu'elle le faisait pour l'appareil, pour la documentation, pour le résultat dont Dante avait besoin. Tout cela était vrai. Elle savait aussi qu'une partie de cela, la stabilité de ses mains, la platitude de sa voix, le refus absolu d'être une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, n'avait rien à voir avec l'opération de Dante. Cette partie lui appartenait. Construite à partir de quelque chose qui était là avant que Graham ne le démantèle et qui, dans les jours comprimés et extraordinaires des dernières semaines, avait retrouvé son chemin vers la surface. « Je suis allé en thérapie cette semaine, » dit-elle. Il la regarda. Première séance depuis tout ça. Elle regarda ses mains. Ma thérapeute a dit quelque chose. Elle a dit que la guérison n'est pas linéaire et qu'elle n'est pas toujours douce. Parfois, elle se produit au milieu de choses difficiles et on ne remarque pas que ça arrive avant-après. Elle fit une pause. Je pense qu'elle avait raison. Elle a l'air compétente, dit-il. Vivien sourit. C'était un petit sourire, du genre inconscient. Elle l'est. Il la regardait avec le regard qu'elle avait appris à connaître, l'attention directe et complète, celle qui n'avait aucune performance sociale. Je ne suis pas une personne facile à côtoyer, dit-il. La vie ne change pas parce que ma perspective sur elle a changé. Le risque ne diminue pas. Les complications ne... Je sais, dit-elle. Je vous le dis clairement. Je vous ai entendu clairement. Elle se tourna vers l'eau. Je suis aussi quelqu'un qui a construit quelque chose de réel à partir de rien, avec des ressources inadéquates, dans un monde qui se souciait peu de ma réussite. Je suis familière avec le compliqué et les enjeux élevés. Elle fit une pause. Je ne cherche pas la facilité. Que cherchez-vous? Dit-il. Elle y réfléchit honnêtement, de la manière dont elle essayait de penser aux choses depuis la bibliothèque, sans la distance gérée, sans le mécanisme professionnel qui faisait interférence. Quelqu'un qui me regarde comme si je valais la peine d'être regardé, dit-elle, et qui me dit la vérité, même quand c'est compliqué. Elle croisa son regard. Le reste, je peux le découvrir au fur et à mesure. Il soutint son regard un long moment, puis il tendit la main et prit la sienne. Pas de manière dramatique, pas le geste d'une scène jouée, pas la chorégraphie d'un moment construit. Il prit simplement sa main comme on prend la main de quelqu'un dont on veut tenir la main, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a décidé et qui agit. Elle le laissa faire. Ils restèrent assis sur le rocher au-dessus du lac, la ville visible derrière eux et l'eau bougeant en dessous. Le vent d'avril portait l'odeur particulière du lac au printemps, froide, minérale et vivante. Et ils restèrent là sans parler pendant un moment, ce qui était, découvrait-elle, l'une des choses qu'elle appréciait le plus chez lui. La capacité d'être en silence ensemble, sans que l'un ou l'autre n'ait besoin de le combler. Au bout d'un moment, elle dit « Graham m'a appelé ». Il ne dit rien. Sa main ne bougea pas. Son avocat, techniquement, pour me demander si j'accepterais de parler au procureur de notre histoire personnelle pour fournir un contexte à l'accord de coopération. Elle regarda l'eau. J'ai dit oui. Vous n'étiez pas obligé. Je sais. Elle fit une pause. Mais ça clôt les choses correctement, à mes conditions, pas aux siennes. Elle regarda Dante. Est-ce que c'est... Oui, dit-il. C'est juste. Elle hocha la tête. Le soleil avait bougé pendant qu'ils étaient assis là. Le soleil de printemps qui arrivait à un angle bas et se déplaçait rapidement, projetant la lumière sur la surface du lac d'une manière qui changeait la couleur de l'eau du gris-vert à quelque chose de plus chaud. La silhouette de la ville au sud l'attrapait différemment aussi, l'acier et le vert, devenant brièvement doré avant que l'angle ne change à nouveau. Elle pensa à la salle de bal du Blackstone Grand
et à la femme qui y était entrée dans une robe bleu marine, conçue pour la faire disparaître. Elle pensa aux mains de cette femme autour d'une coupe de champagne qu'elle n'a jamais bu, et aux 40 pieds qu'elle avait presque parcourus avant que la voix de Graham ne la trouve, et à la porte de la bibliothèque, et au fauteuil dans le coin de la pièce sombre où quelqu'un était déjà assis. Elle pensa à quel point c'était passé près, à quel point elle avait failli quitter la bibliothèque immédiatement, à quel point elle avait failli effectuer la sortie digne et rentrer chez elle, se réfugier dans l'isolation ordinaire de son appartement, de ses routines et de son deuil soigneusement géré. Elle était très heureuse de ne pas l'avoir fait. « Hey !» dit-elle. Il la regarda. « Merci » dit-elle. « Pour la bibliothèque. Pas la salle de bal, pas l'enquête fédérale, juste la bibliothèque. Pour être resté assis là et ne pas être parti pendant que je... » Qu'elle s'arrêta. Pour être restée. Il la regarda un instant avec quelque chose dans son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas l'évaluation contrôlée, pas l'immobilité opérationnelle, mais quelque chose de plus franc. Quelque chose qui avait la qualité des choses qui avaient été gardées dans un stockage prudent et qui était, pour la première fois depuis longtemps, exposé à l'air. « Je n'allais nulle part, dit-il. » Elle appuya son épaule contre la sienne. Il se justa légèrement pour l'accueillir, la petite négociation physique de deux personnes apprenant la géographie de la proximité, puis ils furent immobiles. En dessous d'eux, le lac continuait son vieux travail indifférent. L'eau qui était là avant la ville et qui serait là après, qui n'avait aucune opinion sur tout cela, qui bougeait simplement, bougeait et bougeait. Au-dessus du parc, le ciel de printemps de Chicago était du bleu particulier qui n'arrive qu'après de longs hivers. Mérité, spécifique, le bleu de quelque chose qui avait attendu longtemps sa saison et qui était maintenant, sans excuse, pleinement là. Elle l'inspira. Le poids qui avait vécu dans sa poitrine pendant 3 ans, le poids avec la voix de Graham, ses regards d'inventaire, son calme calibré, toute la machine d'un homme qui avait eu besoin qu'elle soit diminuée pour se sentir grand, n'était pas entièrement partie. Elle était assez honnête pour savoir que cela prendrait plus de quelques semaines. Sa thérapeute était assez honnête pour le lui avoir dit, mais il était plus léger. Mesurablement, spécifiquement, véritablement plus léger. Elle avait 34 ans. Elle avait construit quelque chose de réel. Elle était assise sur un rocher au-dessus du lac Michigan, avec un homme qui lui disait la vérité dans des situations compliquées et lui tenait la main sans en faire tout un plat. Et quelque part dans le sud de la ville, une enquête fédérale faisait le travail qu'elle était censée faire. Et son agence était ouverte et ses employés travaillaient, et Priya allait bien. Et la femme qui était entrée dans le Blackstone Grand dans une robe bleu marine conçue pour la faire disparaître n'essayait pas, à ce moment précis, de disparaître du tout. Elle était là, pleinement, sans excuse, exactement là où elle était. Le vent venait du lac et elle ne s'en est pas détournée. Elle l'a laissé frapper son visage, froid, pur et réel. Et elle est restée,